Balado, édition du dimanche 15 septembre 2024. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Toutes nos excuses pour ce retard. Nous avons eu ce matin un gros souci avec certains invités. Inondation dans la région de l'extrême nord. Une pluie diluvienne a causé l'effondrement du pont principal reliant plusieurs quartiers dans l'arrondissement de Yagua. Ce 13 septembre, le gouverneur de la région, Midi Awa Bakari, a présenté la situation. 17 personnes décédées, dont 4 enfants, 236 025 personnes sinistrées, 13 471 hectares de cultures dévastés, 1678 têtes de bétail emportées. Des maisons, écoles et autres édifices publics détruits, on en parle. Affaire Glencore, Maître Akerimuna, l'homme par qui le scandale est principalement révélé au Cameroun, remet en question la communication de la Société nationale des hydrocarbures, dont des employés seraient accusés de corruption avec Glencore, l'un des leaders mondiaux du trading des matières premières. L'ancien candidat à la présidentielle année 2018, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, relève les limites des déclarations de la SNH après la décision du tribunal de Westminster en Grande-Bretagne qui a entendu les parties et renvoyé l'affaire devant une autre juridiction. Affaire Glencore, comment ça avance au Cameroun? On parlera également sport avec l'environnement autour des Lions indomptables. Première escale, le bilan du Belge Marc Brice qui a déjà livré 4 matchs. Deuxième escale, la rumeur autour de sa suspension démentie par la Fédération camerounaise de football. Et troisième arrêt, cette photographie devenue virale sur les réseaux sociaux. On y voit Cyril Tolo, conseiller technique au ministère des Sports et de l'Éducation physique, très impliqué, vous le savez, dans ce bras de fer entre la Fédération camerounaise de football et le ministère. On y voit également le professeur Kouvondon et on y voit Étienne Tamo, chef de protocole du président de la Fédération camerounaise de football. Se dirige-t-on vers une accalmie? Et pour sortir de cette émission, on parlera des impôts avec la déclaration de l'impôt sur les revenus des personnes physiques, des contribuables non professionnels prorogés jusqu'au 1er décembre 2024. Initialement fixé au 30 juin, c'est la deuxième fois que le délai connaît une prorogation. Une décision qui vise à offrir aux contribuables non professionnels un délai supplémentaire pour se conformer à leurs obligations fiscales. On parle de tous ces sujets avec vous, Yves Bama. Vous êtes enseignant, vous êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Léla, bonjour à mes co-panélistes que je vous laisse le soin de présenter. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Une fois de plus, je suis heureux de porter la voix de mon parti sur votre plateau. C'est vrai que les circonstances sont assez particulières parce qu'on parle d'un drame, on parle d'une situation difficile que les populations de notre pays ont vécue. Mais on doit en parler quand même parce que c'est dans la discussion qu'on réussit à dégager des solutions pérennes. C'est dans la même discussion qu'on réussit à voir si ce qu'on apporte comme solution est efficace. Est-ce qu'il faut retoucher? Est-ce qu'il y a si ou ça à faire? Donc je suis heureux d'être là. J'ai justement hâte qu'on en parle parce que vous dites que c'est dans la discussion qu'on essaie d'apporter des solutions pérennes. Ouais. Mais on parle des inondations à l'extrême nord depuis plusieurs années déjà. Donc on en reparlera. Face à vous, Edmond Kuaté, il est économiste. Bonjour Monsieur Kuaté et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Leïla, bonjour à Yves que je retrouve sur ce plateau après quelques temps. Et bonjour également à tous les téléspectateurs de STV. Alors, Joseph Tafo sera sur le plateau, appelé. Il va remplacer un des invités au pied levé. Il nous a fait l'amitié vraiment d'accepter de venir sur le plateau. Donc, il sera là d'un instant à l'autre. Joseph Tafo du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Mais avant, on parle donc, je vous l'ai dit, des inondations dans la région de l'extrême nord, avec cette pluie diluvienne qui a causé l'effondrement du pont principal reliant plusieurs quartiers dans l'arrondissement. On va prendre la vidéo. Ce 13 septembre, le gouverneur de la région, Midi Awa Bakari, a présenté la situation. Je vous le disais, 17 personnes décédées, dont 4 enfants, 236 025 personnes sinistrées. Je propose qu'on prenne cette vidéo et on revient juste derrière en parler.
Mesti yung lupa dah itu di mana cingkang ngadi. Tak berapa batas minyak. Dapat satu kena orang benar batas kamu terus war kurang baik. Kita sudah baik kalau ah. Kita apa mana minyak? Yves Bama, on le disait justement à l'entame de cette émission, les années se suivent et se ressemblent avec les inondations toujours présentes au rendez-vous, le bilan toujours aussi important que ce soit au plan humain, écologique ou même matériel, les réactions toujours les mêmes, balai des autorités, bien entendu, et parfois même des ministres, on prend des mesures d'urgence. En fait, c'est devenu un cycle malsain qui interroge finalement la volonté des pouvoirs publics à sortir les concitoyens de cette partie du Cameroun, de la malédiction des inondations. Bon, je ne verrai pas les choses comme vous, hein, Léla. Je ne verrai pas les choses comme vous. Vous parlez de cycle. Je voudrais vous dire que sans verser dans des comparaisons bizarres, si vous essayez d'observer ce qui se fait dans le monde à l'heure actuelle, et quand je dis le monde, je parle de l'Afrique, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, ce que nous vivons ici, nos voisins le vivent, le monde le vit. Et vous allez remarquer que depuis la COP 21 en 2015, le président Biya, à tous les rendez-vous internationaux où il a été sur la question du climat, n'a cessé de répéter les mêmes choses. Prenons des mesures contraignantes en faveur du climat. Prenons des mesures contraignantes pour qu'à un moment donné, un certain nombre de choses ne nous arrivent plus. Les phénomènes comme celui de l'extrême nord ne peuvent pas être jugulés par le seul Cameroun. C'est très compliqué. Vous voyez, déjà, c'est des choses qu'on ne prévoit pas. On ne sait pas à quel moment le logo va sortir de son lit. On ne sait pas à quel moment... On a une direction de la protection civile du... Oui, bien entendu, on peut faire... Oui, on ne sait pas. On ne sait pas. À quoi sert cette direction alors? Non, Léla, cette direction n'est pas là pour nous dire que demain, exactement à telle heure, il y aura une catastrophe là-bas. Mais elle vous dit, il est possible qu'on ait quelque chose dans cette zone. Il est possible qu'on ait... Bien entendu, et quand on le dit, c'est de manière préventive pour dire aux populations, attention, est-ce qu'on ne peut pas... il n'y a pas de choses à faire à titre personnel pour essayer de se sécuriser. Mais les dégâts sont tellement... Le phénomène, est tellement violent que on se demande, les pauvres populations, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Il faut qu'on ait des solutions plus solides à l'échelle internationale. Et c'est pour ça que vous allez remarquer, le préfet de ce côté a lancé un appel à l'aide humanitaire. Et vous savez, quand on dit aide humanitaire, on s'adresse aux Nations Unies, on s'adresse aux ONG. En quoi la situation de 2024 est différente de celle de 2022? Est différente de celle de 2020 dans Léla, vous convenez avec moi que ce n'est pas la première fois qu'on parle d'inondation dans Léla, ce n'est pas la première fois. Oui. Mais je dis que les mesures à prendre dans ce domaine nécessitent tellement de moyens que, en réalité, l'État du Cameroun à lui seul, au-delà de sa demande sociale, au-delà de tout ce qu'il y a à faire, ne peut pas
y arriver. Et je m'amusais à regarder un peu au niveau à l'échelle africaine. Je me suis rendu compte qu'au moment où nous sommes frappés, le Tchad à côté est frappé, le Nigeria est frappé. Vous voyez? Et c'est toujours les mêmes reproches. Les gens n'ont pas su prévoir, les gens n'ont pas su faire ci, les gens n'ont pas su. Comment on prévoit ce genre de choses? Comment on prévoit que de manière... En gros, la direction... La direction de la protection civile, elle fait de la prévention, elle fait de l'assistance, elle fait, par exemple, au moment où nous sommes en train de parler, au-delà des 350 millions que le président de la République a débloqué. Et je rappelle, parce qu'il y a une désinformation qui circule sur les réseaux sociaux, les gens nous disent 350 millions pour 200 000 personnes. Certains ont même divisé le parti de Maître Tafo. Ils ont divisé, ils ont dit, ah, on a donné à chaque Camerounais sinistré 1750 francs. Non, c'est pas ça. Si vous suivez la communication du directeur du DIFCOM du MINAT, il précise que les 350 millions, c'est pour 950 familles identifiées dans le Mayo Danaï et dans le Logon Echari. C'est-à-dire que les familles qui sont dans les situations les plus critiques, c'est à elles que cette aide s'adresse directement. Parce qu'à côté, la direction de la protection civile dont vous parlez est en train de mobiliser près de 50 camions. On parlait de 2000 tonnes de nourriture, de matériel, bref, de première nécessité. Des solutions d'urgence, des solutions d'urgence. Comme pour les années précédentes. Si vous dites pour les années précédentes, je vais vous demander si, lors des années précédentes, on avait fait un appel à l'aide humanitaire. Parce que, remarquez, cette fois-ci, le préfet a compris, il a pris la mesure du danger. Il se rend compte qu'en réalité, il faut faire plus que ce qu'on a l'habitude de faire. Vous voyez, donc nous comptons sur nos partenaires internationaux, nous comptons sur les ONG caritatives pour que cette question-là soit adressée de manière pérenne. Et je rappelle que, parce que je sais, on va nous dire tout à l'heure, gouverner c'est prévoir, il faut anticiper, et certains vous diront même ici que l'année où ils seront au pouvoir, il n'y aura même plus de morts au Cameroun, il n'y aura plus de catastrophes naturelles au Cameroun. Bon, c'est de la démagogie, mais sur le fond, il faut que nous soyons aidés. Avant de passer la parole à Edmond Kuaté, permettez qu'on présente Joseph Tafo. Je vous le disais, qui nous a fait l'amitié d'arriver dans ce studio. Bonjour Joseph Tafo, merci d'être avec nous ce dimanche. Bonjour Lila, bonjour compagnalistes, ainsi qu'à vos nombreux téléspectateurs qui nous suivent ce matin. Je dis pardon à nos téléspectateurs, ça n'arrive pas très souvent qu'on soit en retard, mais l'essentiel c'est qu'on soit là. Non, vous êtes là, c'est le plus important. Merci Joseph Tafo d'être avec nous ce dimanche, le temps que vous souffliez un tout petit peu. Edmond Kuaté, je parlais avec Yves Abama de la direction de la protection civile du ministère de l'administration territoriale. Je veux dire, quelles sont ses missions finalement? Si, en croire Yves Abama, elle ne peut pas prévoir les catastrophes. Justement, ça fait partie de ses missions, prévoir. Mais attention, il faut savoir ce qu'on met dans prévoir. Elle n'empêche pas que les catastrophes arrivent. Oui. Elle ne dit même pas quand est-ce que ça va arriver. Mais elle prend des mesures elle prend des mesures proactives de manière à être spontanée quand ça arrive. Elle prend les mesures pour pouvoir identifier d'abord l'amplitude de la catastrophe, la nature de la catastrophe, le nombre de sinistrés, et tout cela de manière à être vraiment efficace lorsque cela arrive. Par exemple, vous vous rendez compte, je ne sais pas si il y a déjà sur place, je ne sais pas s'ils ont déjà pu mettre une cellule de crise pour la prise en charge psychologique des personnes qui sont là-bas. Ça, c'est très important. Parce que quand vous entendez, je ne sais pas combien de morts vous avez dit, c'est combien de morts? On parle de 17 morts, et ça c'était les chiffres au 13 septembre. Alors, 17 morts, ce sont des familles, n'est-ce pas, qui ont chiffre perdu... du gouverneur. Dans les 17 morts, vous avez par exemple une famille qui a perdu 3 ou 4 personnes. Il faut qu'il y ait une prise en charge psychologique, ça c'est le rôle de cette direction-là. Il faut qu'il y ait une prise en charge psychologique, il faut accueillir les personnes, n'est-ce pas, les familles qui sont éprouvées. Et maintenant, tous ceux, j'entends parler de beaucoup de maisons, j'entends parler de beaucoup de bétail, j'entends parler des cultures qui sont parties. Ça, c'est des gens qu'il faut prendre en charge psychologiquement. Il est de notoriété publique que la zone de l'extrême nord, c'est une région qui ne bénéficie pas beaucoup de la clémence, n'est-ce pas, du climat. Et donc, même en temps normal, c'est une région qui est frappée très souvent, n'est-ce pas, de sécheresse, c'est une région qui est frappée parfois par la famine. Mais qu'est-ce qu'on devrait donc faire, puisqu'on sait déjà que le climat n'est pas favorable à cette région? Donc on les abandonne à leur sort? Non, on ne les abandonne pas à leur sort, c'est justement de ça que je parle. J'interpelle justement cette direction. Non, justement, c'est même pas cette direction-là. La direction, elle est là, ses missions sont limitées, n'est-ce pas,
exclusivement lorsqu'il y a un problème d'ordre climatique. Mais ce n'est pas à cette mission, n'est-ce pas, de faire en sorte qu'il y ait des solutions structurelles par rapport à ce problème. Il y a tout un ensemble, n'est-ce pas, de départements qui sont concernés. Par exemple, quand je parlais de cette région qui ne bénéficie pas de la clémence de la nature, c'est-à-dire tout simplement que en temps normal, même la sécheresse déjà les menace. Et donc, il faudrait trouver, par exemple, les moyens de faire en sorte qu'ils puissent avoir de l'irrigation pour leur culture, par exemple. Mais ça, ce n'est pas à cette direction de le faire. Il y a un ensemble de mesures qu'il faut prendre. Par exemple, le pont qui est tombé là, ce n'est pas à cette direction d'aller se rassurer que la construction obéit aux exigences, n'est-ce pas, je vais dire aux exigences techniques. Ce n'est pas à cette direction-là de le faire. Les gens qui ont construit le pont sur le fleuve là devraient se rassurer que c'est un pont qui doit résister à un ensemble, n'est-ce pas, je vais dire de choc, notamment lorsque le lit déborde, lorsque le lit est débordé et que la rivière sort de son lit, il faudrait se rassurer que, n'est-ce pas, la profondeur des pieux, la composition du béton et tout cela, c'est pas à cette direction de le faire. Et donc, vous êtes allé faire un pont comme si vous faisiez un pont dans un endroit normal, sans tenir compte que c'est une région qui est soumise n'est-ce pas, à des secousses, à des secousses. Si vous faites un pont naturel, comme si vous le faisiez par exemple dans le sud, il est normal que, n'est-ce pas, oui, que le pont cède. Donc, c'est pas à cette direction-là. Comme je le dis, s'il y a des reproches à faire à cette direction, c'est par rapport, n'est-ce pas, au retard qu'on a observé, n'est-ce pas, dans la prise en charge des familles. Il a fallu qu'on attende quelque temps pour que le chef de l'État consente à décréter, je ne sais pas, sortir un montant pour pouvoir assister les familles, alors que cette direction devrait déjà avoir en sa position, n'est-ce pas, en sa possession déjà des prévisions logistiques, de manière en sorte que lorsqu'on annonce une catastrophe dans n'importe quel coin du pays, qu'il puisse être à même d'agir de manière instantanée, qu'on ne laisse pas les gens passer la première nuit comme ça, sans savoir où ils vont, qu'on ne laisse pas les gens se réveiller le lendemain en se posant la question, qu'est-ce que nous devenons? Ça, c'est leur mission, c'est à eux de faire cela. Ils ne devraient pas attendre 3, 4 jours, 5 jours, comme Yves le disait tout à l'heure, pour mettre le premier camion en route. Non, généralement, c'est de manière instantanée. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça que je mets dans prévision. C'est là où ils doivent être prévoyants. Mais s'ils ne l'ont pas fait et qu'ils ont attendu pendant longtemps, c'est le temps vraiment que les familles soient psychologiquement brisées en plus de tout ce qu'ils ont perdu. Vous imaginez les gens qui ont perdu, quand on parle de 1000 et poussières de bétail. C'est quand même énorme. C'est la famine qui va suivre après. C'est la pauvreté qui va, n'est-ce pas, gagner encore les populations de ce côté-là. Alors, Joseph Tafo, on a eu Ngwatché en 2014, si j'ai bonne mémoire. On a eu Damas en 2022. On a eu Bankolo le 8 octobre 2023, si mes souvenirs sont exacts. Comment est-ce que vous analysez la gestion des catastrophes par le gouvernement en place? En un seul mot, de manière catastrophique. Je vois mon ami avant de rire parce que... Non, parce que je savais. Mais ça, vous le savez. Vous savez toujours, sauf que vous ne savez pas que gouverner, c'est prévoir. Okay. Je voudrais rappeler qu'au Cameroun, il y a une loi qui porte organisation la protection civile. Et quand son article 1, on va lire, la protection civile consiste à assurer en permanence la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les risques. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui est fait en amont contre les risques d'accidents graves, de calamités ou de catastrophes comme ce que nous sommes en train de vivre dans l'extrême nord, ainsi que contre les effets de ces sinistres. Si on s'en tient simplement à l'article 1 de cette loi, qu'est-ce que le gouvernement a fait pour empêcher que cette catastrophe n'arrive? Je voudrais rappeler que la première grande catastrophe dans l'extrême nord, c'était il y a 12 ans, c'était en 2012. Oui. Okay. Et le président de la République avait promis que des mesures seront mises sur pied pour éviter. Naturellement, il y a plein de choses à faire. Parce que c'est trop facile de se cacher sous son petit doigt et dire qu'on ne peut pas empêcher aux catastrophes. Mais on peut au moins se mettre sur pied des dispositions telles que s'il arrive que ces catastrophes nous surviennent,
que ça n'est pas les mêmes dégâts. On parle par exemple du drainage des eaux ou alors je veux dire la construction de la ville ou alors de tout ce bassin-là. Si ce travail en amont avait été fait normalement, je ne pense pas que les catastrophes seraient pareilles. Edmond a parlé tout à l'heure de l'intervention, c'est-à-dire qu'on aurait dû bénéficier au moment où ça arrive. À l'heure où nous parlons, on ne sait pas ce qui est déjà fait, au moins pour prendre en charge aussitôt, de manière prompte, les populations qui ont subi. Quand on vous dit qu'on a perdu du bétail, je ne parle pas des êtres humains qu'on ne peut pas ressusciter, mais quelles sont les dispositions qui ont été mises sur pied? On dit que le chef de l'État a décidé d'octroyer 350 millions. Mon ami a bien fait de nous aider à faire la comptabilité, mais le problème ce n'est pas seulement au niveau de la comptabilité, le problème c'est au niveau de la responsabilité de l'État. Il faut faire quoi pour éviter que ces genres de catastrophes ne nous affectent au même titre que ce que nous sommes en train de subir. Maintenant, rien n'est fait malheureusement. Donc voilà ce qu'on peut dire là-dessus, parce que si les choses avaient été faites en amont, je ne pense pas qu'on aurait les mêmes conséquences que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Et il faut rappeler que ça ne nous surprend pas. C'est depuis 2012. Donc, et chaque année, quelque chose arrive là-bas. On ne fait rien. Justement, Yves Abama, en 2012, le président de la République a promis de faire construire une digue entre Kousseri, dans le Logo-Nechari, et la zone Bec de Canard, dans le département du Mayo-Danaï. 12 ans après, le projet TAD a démarré. Est-ce qu'on peut mettre ce retard sur le compte du manque de financement? Pourquoi pas? C'est-à-dire que si vous dites manque de financement, on peut dire peut-être aussi hiérarchisation des priorités. Parce que, oui, je vais m'expliquer. Parce que les vies des hommes là-bas s'il te plaît, je t'ai écouté. Donc on peut dire hiérarchisation des priorités parce que il y a une demande sociale très forte de ce côté. C'est pas pour dire qu'on néglige l'humain, mais on essaye de mettre. Je rappelle que pour les 2 matchs des Lions Indomptables, plus d'1 milliard a été débloqué. Voilà, je savais. Et rappeler aussi que cet argent qui a été débloqué en quelques jours est un argent budgétisé. Donc, c'est pas comme si on était allé ouvrir le trésor et qu'on a pris le milliard pour donner aux Lions. C'était prévu qu'on leur donnerait cet argent. Je rappelle également que depuis 2012, voilà. Joseph Tafo. Je voudrais aussi préciser qu'à la protection civile, il y a un budget comme on alloue dans ce ministère chaque année. Je rappelle aussi que depuis 2012, les catastrophes interviennent tout le temps dans l'extrême nord. Voilà, comme c'est la séquence des rappels, vous allez me permettre de rappeler aussi que à Maître Tafo qu'en réalité, cette direction, si on essaye de voir le budget, je parie qu'il est très très modique et qu'il ne peut même pas couvrir les 2 matchs des Lions Indomptables dont nous sommes en train de parler ici. On me dira oui, peut-être c'est une faute de ne pas donner un budget conséquent à cette direction, mais je vais dire qu'en réalité, notre pays est encore au stade où il y a d'un côté les préoccupations directes de vicissitude, c'est-à-dire que est-ce que des gens vont aller à l'école, est-ce qu'on va arriver à manger, est-ce que donc on a encore des problèmes un peu trop primaires qui font que malheureusement on ne met pas l'accent sur des questions plus fondamentales mais pas très visibles, parce qu'on voit ce genre de choses que quand la catastrophe est là, c'est là on se dit ah on aurait pu faire ça, mais avant que la catastrophe ne soit, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde l'école, on regarde l'hôpital, on regarde. C'est malheureusement une faute, c'est un manquement, mais c'est un manquement qu'on peut comprendre. Avant que Maître ne parle, je vous avais déjà dit que certains viendront vous dire sur les plateaux que si ils sont à notre place, à la place du RDPC, ils feront des miracles, il n'y aura plus de catastrophe au Cameroun. Vous avez suivi Maître. Il manquait seulement qu'ils nous disent même que c'est le gouvernement en place qui a provoqué cette catastrophe-là. Donc il faut qu'on essaye d'être sérieux, qu'on essaie de se dire qu'en réalité, il n'y aura jamais un état de quiétude éternelle sans ce genre de choses. On aura toujours ce genre d'incident. Maintenant, est-ce qu'on peut s'interroger sur des mesures qu'il faut prendre pour minimiser au maximum les dégâts? Ça, c'est le bon débat. Si on nous dit à ce niveau que, comme Edmond le dit, la direction de la protection civile n'a pas été
proactive, n'a pas été prophylactique, ça peut se comprendre, mais encore que là, je vais rappeler à Edmond qu'il y a une coordination entre les services de proximité, c'est-à-dire que les autorités administratives et les services centraux du MINAT. Rien ne nous dit que la direction de la protection civile n'a pas pris langue avec les autorités administratives sur le terrain pour essayer d'organiser, de créer une cellule de crise, de sécuriser les premières victimes, de prendre un certain nombre de mesures qui font que cela ne se dise pas abandonné par la République. Je suis certain que cela a été fait, d'autant plus que le gouverneur a été sur le terrain. Au-delà du ministère de l'administration territoriale, j'ai vu le ministre Ketchakouté sur le terrain le lendemain. Vous voyez, donc elle est allée et il y a une réunion, il y a un certain nombre de choses. C'est ce que j'ai dit, j'ai parlé du balai des autorités. Oui. Des ministres, vous savez, ce qui est bien avec vous les journalistes, c'est que quand il y a et que le ministre descend, on essaie de relativiser, on dit balai des autorités. Et un de vos collègues, le jour où la ministre descend sur le terrain, j'étais sur son plateau, s'il me suit, va me reconnaître, me faisait déjà remarquer que depuis là, on ne voit personne. Hein. Est-ce que c'est sérieux ça? Quand la note du ministre tombe, je lui dis, voilà, bon, lui aussi, il a un peu fait comme vous êtes en train de faire là. Donc, en réalité, les autorités sont entre le marteau et l'enclume. On a la pression sociale, on a la pression médiatique, c'est normal. En fait, quand on parle du balai des autorités, c'est peut-être parce qu'on interroge les mesures pérennes qui sont prises. Léla, vraiment, c'est légitime d'interroger les mesures pérennes. Sauf que dans notre environnement, je le redis encore, ici, le Cameroun était seul dans cette situation-là. Je comprendrais qu'on m'accuse de faire soit de la démagogie, soit du mensonge. Je redis encore que dans notre environnement, tant qu'on aura toujours le choix entre le pain et l'école, tant qu'on aura le choix entre le pain et la seringue, tant qu'on aura le choix entre le pain et le pont, je vous assure, on aura toujours des problèmes comme cela. Et puis, je voudrais dire aussi à Edmond, parce qu'il a parlé de la qualité des concessions, et c'est un très bon argument. Il faut qu'à un moment donné, on soit sérieux dans notre pays, parce que dans la plupart des cas, c'est un travail comme s'ils avaient un pays secondaire où ils iront habiter après avoir vécu au Cameroun. Parce qu'on ne peut pas comprendre que certains ouvrages soient construits de manière à ce que la moindre catastrophe, le moindre problème qui arrive les emporte. Non, mais ça ne veut pas dire que c'est le cas de ce pont. C'est-à-dire la violence. Edmond, vous savez que la nature, il n'y a rien de plus fort que la nature. La nature est tellement forte que lorsqu'elle s'ébranle, elle peut emporter tout sur son passage. Donc il peut arriver que ce pont ait été bien fait, mais qu'il soit emporté. Comme on est dans un contexte où on a l'habitude des choses pas très bien faites, je suis sûr que c'est pour ça que vous relevez cet aspect des choses. De toutes les façons, ce que nous souhaitons, c'est que des efforts comme ce que nous avons vu, comme les camions de nourriture qui sont annoncés, comme les 350 millions, comme la mobilisation du ministre Ketchakouté. Non, oui, on commence par là. Vous savez, c'est par séquence. Hein. On va répondre à cette... après. Oui, c'est ça que je dis. Pour le moment... On n'avance pas dans le débat. On n'avance pas dans le débat. Parce que depuis 2012, on prend des mesures urgentes. Mais dans la durée, qu'est-ce qu'on a fait dans la durée? Léla, vous vous souvenez bien qu'en début d'émission, je vous ai dit les prises de position du président Biya sur la scène internationale par rapport au climat. Il avait compris depuis que c'est un problème. Et il avait compris que c'est un problème qui ne peut pas être efficacement adressé par les États eux-mêmes. Il faut qu'on prenne des lois contraignantes, qu'on oblige, par exemple, ceux qui font les affaires chez nous à financer un certain nombre de choses. Vous voyez? Donc, à côté de ça, vous avez vu, parce que vous dites que c'est la même chose, je vous dis, par le passé, je ne sais pas s'il y avait un appel lancé un appel humanitaire lancé par une autorité de ce côté. Or, c'est un cap qui a été franchi. Ce cap montre quoi? Il montre simplement que, en réalité, le Cameroun voudrait bien adresser cette question de manière efficace, mais est-ce qu'il a les moyens qu'il faut? Par exemple, on parle des maisons détruites. Dans un environnement normal, il faut les reconstruire. On parle du bétail, parce qu'on dit le bétail est perdu. Ce sont des Camerounais qui ont perdu leur activité. Il faut leur trouver un financement. Vous voyez, quand on parle des écoles, des routes et autres, il faut reconstruire tout ça. Je ne suis pas sûr que dans l'environnement où nous sommes, avec les budgets que nous avons, et je ne sais même pas, peut-être Edmond peut mieux nous dire à quel pourcentage on réalise ces budgets-là. Je ne sais pas si on a tout ce qu'il faut pour répondre efficacement à ce genre de dégâts, de manière à ce que sur les plateaux, les gens ne nous tapent pas dessus. Alors, j'insiste sur la question du manque de financement qui pourrait peut-être expliquer, enfin, je ne veux pas m'avancer, mais je le dis, en 2012, le président de la République a promis de construire une digue entre Kousseri dans le Logo-Nechari et la zone du bec de Cana dans le département du Mayo-Danaï. Ça fait quand même 12 ans qu'on attend ce projet et il n'arrive pas. Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer? Vous êtes
plus à l'aise avec les chiffres que moi. Oui, je comprends très bien que vous êtes en train d'insister sur les mesures palliatives, ce que nous appelons des solutions de pis-aller qu'on trouve depuis 2012. Et donc il faudrait trouver des mesures structurelles, des mesures vraiment structurelles par rapport à toutes ces questions-là. Entre autres, il y avait la construction d'une digue, il y avait également qu'on pouvait, n'est-ce pas, élargir, on pouvait drainer, n'est-ce pas, le sable dans le cours, dans le lit, par exemple, de ces rivières-là pour les approfondir encore davantage. Il y a plusieurs mesures on peut mettre, n'est-ce pas, une suceuse, n'est-ce pas, pour pouvoir, je vais dire, agrandir un peu le lit de ces cours d'eau-là. Il y a beaucoup de mesures qu'on aurait pu prendre. On est resté un peu dans des solutions de dernière minute, c'est-à-dire attendre que la catastrophe arrive, et puis c'est pas ce qu'il faut faire. Je suis d'accord avec vous. Oui. Il faudrait trouver des solutions pérennes. Alors vous posez la question, est-ce qu'on a le budget nécessaire pour le faire? Et c'est là toute la question. Je crois que Yves tout à l'heure parlait de la hiérarchisation des priorités. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la priorité actuellement, en termes de contraintes d'intégrité fonctionnelle par rapport à notre budget, la priorité actuelle est au service de la dette. C'est le poste le plus lourd dans notre budget, c'est le service de la dette. Et donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, il peut peut-être avoir une volonté, comme vous dites depuis 2012, à pouvoir construire une digue de ce côté-là pour, n'est-ce pas, ralentir, je vais dire, la vitesse des eaux, mais il se trouve peut-être qu'on ne trouve pas de l'argent. Vous avez dit quelque chose qui moi aussi m'a choqué. Oui. La vélocité avec laquelle on a pu trouver 1,2 milliard pour les Lions indomptables. Pour 180 minutes de jeu. Le lendemain, on a trouvé 800 millions pour les filles, U20. Ça questionne. C'est vrai que Yves me dit que c'était planifié. On savait que les matchs, les matchs des Lions allaient se dérouler, mais on doit aussi savoir depuis 2012 qu'il y a une nécessité d'assister, n'est-ce pas, de manière sérieuse les populations de l'extrême nord, en mettant en place un ensemble de... Je voulais juste préciser à l'attention de Yves Abama que l'Organisation des Nations Unies est auprès du Cameroun depuis au moins le déclenchement de ces inondations dans la région de l'extrême nord, et l'Organisation des Nations Unies apporte son aide humanitaire au gouvernement camerounais. Oui, c'était une parenthèse. Il faudrait peut-être aller dans le détail pour savoir concrètement en quoi... Oui, parce qu'on annonce comme ça... Allez-y. Oui, donc je disais qu'il faudrait... l'idéal serait que le gouvernement... par exemple, nous sommes en 2024. En novembre, on va travailler... d'ici novembre, on va... n'est-ce pas, sortir le budget après toutes les étapes que cela a connues. Novembre, décembre, plus tard, on va déposer, n'est-ce pas, la nouvelle loi de finances pour 2025. Il faudrait, par exemple, pourquoi ne pas construire une digue? Ça ne coûte pas les yeux de la tête. Il faudrait peut-être prévoir de construire une digue là-dedans. Il faudrait peut-être prévoir, n'est-ce pas, pourquoi pas, parce que vous savez que comme c'est des régions, une région sahélienne, donc le cours d'eau, son lit, c'est pratiquement du sable. C'est du sable. Donc on peut sucer, on peut drainer le sable là-bas pour agrandir, n'est-ce pas, le cours d'eau. Parce que généralement, quand l'eau circule, ça prend beaucoup de sable et puis ça monte beaucoup et ça fait que les eaux débordent facilement. Donc il me semble que on peut trouver des solutions. On peut draguer, on peut élargir le cours des eaux, on peut l'approfondir en suçant suffisamment du sable. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et je pense qu'on peut budgétiser ça et mettre ça là, n'est-ce pas, en réalisation au ministère des Travaux publics. Ils peuvent le faire. Donc moi, si ça n'a pas été budgétisé, c'est peut-être que ça ne rentre pas dans l'ordre des priorités. C'est ce que je dis. Ça ne rentre peut-être pas dans l'ordre des priorités, mais avec, n'est-ce pas, les caprices de la nature. Et je suis d'accord avec Yves pour dire que ce n'est pas un phénomène qui concerne uniquement le Cameroun. Vous avez vu au Nigeria, dans la région de Maïdougouri, c'était beaucoup plus grave. Il y a beaucoup de maisons qui ont été inondées. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis un certain temps, les caprices de la nature se font de plus en plus pressantes avec les dégradations que nous-mêmes les humains, l'action humaine a contribué, n'est-ce pas, à causer à cette nature-là. Et donc, la nature devient de plus en plus capricieuse. Et c'est une raison encore pour laquelle, en interne, je loue,
n'est-ce pas, l'action du président Biya que il vient de souligner à l'international. Il est très incisif dans ses discours, à attirer l'attention des uns et des autres, mais il faudrait encore que pour se montrer cohérent et réaliste, qu'en interne, qu'ils prennent des dispositions, ne serait-ce qu'à notre niveau. Ça, par exemple, pour aller drainer les eaux, construire les digues, on n'a pas besoin de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux pour cela. Ça, c'est des choses que nous-mêmes, nous pouvons faire. On a besoin d'argent. En 2012, le système des Nations Unies au Cameroun travaille déjà sur un fonds d'intervention. Une drague suceuse, vraiment une bonne drague suceuse, c'est moins d'1 milliard de francs. Si vous l'achetez, vous mettez là, ça va vous tirer le sable là-bas tout le temps, ça va rejeter même très bien. Donc, je crois que c'est des choses qu'on peut faire. Ça ne nous coupe pas les yeux de la tête. 1 milliard, le Cameroun peut se permettre de payer, n'est-ce pas? Si on a pu sortir 1 milliard de pour 180 minutes de jeu. Non, je veux qu'on parle. Oui, mais Joseph Tafo, à votre avis, quelles sont les mesures qu'on devrait prendre aujourd'hui pour réduire les dégâts? Il faut prioriser. Oui. Je voulais m'amuser un peu avec ce que Edmond a dit tout à l'heure quand il faisait remarquer que le président de la République est très incisif sur le plan international avec des discours. Je voudrais aussi rappeler qu'il est très incisif sur le plan national avec les lois contre la corruption et tout le reste. Depuis des années, on voit tout ce que ça donne. Avant de répondre à votre Yves Abama l'a bien senti celle-là. Avant de répondre à votre question, oui. Il y a 2 points. Oui, parce qu'au Cameroun, il y a beaucoup de lois contre la corruption. Mais tous les jours, les gens volent, tous les jours, les gens s'amusent avec la fortune publique. Beaucoup. Il y a même beaucoup d'institutions qui luttent contre la corruption. On est très incisif là-dessus, mais en parle. Il a dit que le travail n'est pas bien budgétisé, peut-être parce que ce n'est pas la priorité. Je voulais savoir si, entre sauver des vies et mettre, par exemple, sur pied des lignes 65, 94 et 57, qu'est-ce qui est plus important? Maintenant, il nous parle dans la budgétisation, il nous dit qu'il faut absolument privilégier l'école parce qu'on est en pleine rentrée scolaire. Ah, c'est pas moi qui le dis. J'ai envie de poser la question de savoir, on va prioriser l'école. Mais si on laisse les catastrophes tuer tout le monde, finalement, qui va aller à l'école? Quels sont ceux qui vont à l'école? Si on ne sauve pas ces vies qu'on voudrait envoyer à l'école. Donc c'est là le problème. Et la question générale, qui est même une question rhétorique, c'est de savoir quel est le projet qui a déjà été mené de bout en bout dans ce régime. C'est pas parce qu'on est opposant, on se pose la question. Un seul projet que le gouvernement sur lequel le gouvernement s'est engagé, il a mené de bout en bout et qui est arrivé à son terme sans qu'il y ait de quoi ou alors sans qu'il y ait de détournement. L'élection, c'est en 2025. Donc, ce n'est pas celui-ci qui consiste à protéger des vies et qui nous tient la main depuis 2012, sur lequel le président a fait des promesses qu'il va tenir. La seule chose à faire maintenant, c'est, je crois que on l'a suffisamment dit, il y a des mécanismes, il faut envoyer des techniciens sur pied, il faut travailler, il faut permettre à la population de vivre décemment en mettant sur pied des programmes pour empêcher que désormais des catastrophes comme ça n'arrivent. C'est tout ce qu'il faut faire, il n'y a pas de la magie là-bas. Et mettre ça en priorité. Oui. La protection de l'être humain, il faut le mettre en priorité. Malheureusement, ce n'est pas une priorité pour ce gouvernement. Donc, on ne peut pas attendre. Je ne veux pas être fataliste ni défaitiste, mais je suis plutôt par empirisme, je le dis par empirisme. On ne peut pas attendre grand-chose de ce gouvernement parce qu'ils n'ont jamais fait mieux. D'accord. Tout à l'heure, je parlais, Yves Abama, de l'ONU, mais je lisais également sur le site de l'ambassade des États-Unis que le 17 février 2023, l'ambassadeur des États-Unis était justement dans l'extrême nord et sur ce site, on peut lire le gouvernement des États-Unis offre une aide de plus de 240 millions de francs CFA aux victimes des inondations dans l'extrême nord. Donc, les aides arrivent également de partout, mais on interrogeait les solutions pérennes. Si vous le permettez, messieurs, on va parler de l'affaire... oui, je voulais dire quelque chose, oui. Vous n'allez pas me faire ça. Je voudrais dire simplement qu'en réalité, je me refuse de polémiquer sur cette question parce que... En fait, vous avez dit que le gouvernement vient de prendre la mesure de la chose et c'est la première fois que le gouvernement appelle à l'aide. Appelle à l'aide, voilà. Sauf que l'aide humanitaire est toujours arrivée. Non, elle est toujours arrivée. C'est pas nous qui l'avons sollicité, mais là,
le gouvernement, le préfet a lancé un appel. Tout le monde est au courant. En réalité, ce qui s'est dit par les uns et les autres ici, c'est pertinent. Mais Edmond, qui sait mieux que chacun de nous ici comment on fait les budgets, sait qu'en réalité, dans l'espace où nous nous trouvons, dans le temps où nous nous trouvons, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Ce n'est pas pour dire que sauver des vies, c'est pas important. Quand je dis, par exemple, au moment où on élabore le budget de l'année en cours, est-ce qu'on s'imagine peut-être, qu'il y aurait, on pourrait avoir telle ou telle situation? On va nous dire oui, il fallait avoir une caisse, l'autre parle de mettre, faut parler des lignes, ci ou ça, mais je ne sais pas si il a fait un audit de ces lignes pour voir qu'il y a assez d'argent dedans pour pouvoir répondre à ce genre de questions. Donc c'est un peu compliqué. Il faut qu'on essaye de prendre des mesures vraiment plus je ne sais pas comment je vais dire, plus globales. Vous voyez, qu'on ne se limite plus à peut-être venir sauver, plus durable. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et pour que nos populations de ce côté, vous savez, quand on parle du renouveau, on parle du Grand Nord. On s'amuse souvent à dire que c'est la fille née du renouveau. Voilà, donc on ne peut pas laisser la fille du renouveau. Dans les faits, est-ce qu'on a... Oui, dans les faits, c'est ça. Le problème, c'est que le Grand Nord est vraiment la fille née du renouveau. Vous allez vous rendre compte que tout ce que le Grand Nord demande, le Grand Nord l'obtient au renouveau. Il se trouve simplement que de ce côté, le besoin est immense. Quand vous arrivez dans un environnement où on attend peut-être 100 puits et que vous ne pouvez faire que 5 ou 6 ou 10, on aura toujours le sentiment que vous n'y avez rien fait. Et pourtant, vous avez donné ce que vous pouviez donner par rapport au contraire. Parce qu'à côté, il n'y a pas que cette partie, il y a l'ensemble du pays. Il vous souvient que récemment, certains individus chez moi dans le BAM, pas certains individus, pardon, certains de mes frères du BAM, ont rédigé un document pour dire voici nos problèmes, voilà. Et à l'Est, les gens en parlent, dans tous les coins du pays, les gens en parlent. Donc la demande est très forte. Ça fait qu'on ne donne qu'en fonction d'un équilibre qu'il faut trouver entre les différentes composantes du pays. Affaire Glencore, Maître Akere Mouna, l'homme par qui le scandale est principalement révélé au Cameroun, remet en question la communication de la Société nationale des hydrocarbures, dont des employés seraient accusés de corruption avec Glencore, l'un des leaders mondiaux du trading des matières premières. L'ancien candidat à la présidentielle de 2018, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats, relève les limites des déclarations de la SNH. Alors, Edmond Kuaté, comment est-ce que vous appréciez la façon dont l'affaire Glencore évolue au Cameroun? Je suis très déçu. Je suis fortement déçu. Pourquoi? Non. Est-ce que vous savez que n'eût été la pugnacité, la ténacité de Maître Akere Mouna, cette affaire serait complètement enterrée? Lorsque l'affaire est révélée au grand jour, après le premier procès qui a eu lieu aux États-Unis, Glencore avoue, je veux dire les employés de Glencore, les officiels de Glencore, avouent le forfait, leur crime, parce que c'est un crime économique. Les gens parlent d'une affaire de corruption. Lorsque vous allez rentrer dans les méandres de cette affaire, vous allez vous rendre compte que c'est un crime économique. Ce n'est pas un scandale seulement, c'est un véritable crime économique. Alors, lorsque les officiels de Glencore avouent, ils acceptent, je dois vous rappeler que le système judiciaire aux États-Unis impose cela. Lorsque vous ne voulez pas passer par la case, vous ne voulez pas passer par le procès, vous avouez et vous trouvez un arrangement. Ils avouent qu'ils ont, n'est-ce pas, qu'ils se sont rendus coupables d'actes de corruption, pas qu'au Cameroun, mais au Nigeria et en Guinée équatoriale. Ils donnent des montants également. Ils donnent tout ce qu'ils ont versé. Alors, sauf que, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la négociation, vous pouvez imposer un ensemble de restrictions. Dans un premier temps, la restriction qu'ils demandent, n'est-ce pas, dans leur négociation, c'est de ne pas exposer je vais dire, les personnes avec qui ils ont eu affaire dans ces différents pays. Ils demandent à les protéger parce qu'ils ne savent pas quel peut être l'impact, n'est-ce pas, dans leurs différents pays. Ce qui est admis. Mais sauf que le tribunal ouvre une brèche en disant, si ces pays portent plainte, ces réserves vont tomber. Et ils vont plus loin. Ils disent, puisque vous avez commis des crimes économiques dans ces différents pays, vous allez constituer des provisions pour indemniser ces pays-là au cas où ils portent plainte. Et c'est ce que Glencore fait.
On ouvre donc un compte où on constitue des provisions pour dire si jamais ces pays viennent se plaindre, on sera obligé de leur donner, n'est-ce pas, de les indemniser. Oui. Ce que le Nigeria a fait le lendemain. Le Nigeria est allé porter plainte. La Guinée équatoriale est allée porter plainte. Le Congo également est allé porter plainte. Pourquoi le Cameroun? Dans un premier temps, les officiels camerounais procèdent par dénégation. L'ADG de SNH dit je ne connais pas cette affaire. D'ailleurs, notre règlement intérieur est tellement strict que personne ne peut s'amuser à faire un truc pareil. Sonara, pareil. Non, personne ne connaît rien. Vraiment, ça nous concerne même pas. Sauf que, comme je vous le disais, Maître Akeré Mouna, il est pugnace, il est tenace, il est téméraire, il ne lâche pas l'affaire. L'affaire se déporte puisque le Glencore en question, c'est une société anglo-suisse. Oui. Voilà, et donc l'affaire est également portée au jugement devant le tribunal, n'est-ce pas, anglais, où les gens avouent effectivement la même chose. Ils disent oui, voilà, nous avons effectivement fait ça, et ils donnent des noms. Ils donnent des noms, voilà ceux avec qui nous avons traité au Cameroun. Tout ce que Maître Akeré Mouna demande, c'est que l'État du Cameroun se constitue partie civile auprès du tribunal de Londres et exige d'avoir les noms de ceux qui se sont rendus coupables. Parce qu'il faut comprendre de quoi il est question. Le tribunal anglais, le tribunal londonien est allé plus loin. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire, n'est-ce pas, d'analyser un ensemble de données pour savoir les pertes que cela a générées au Cameroun. Ils ont trouvé que seulement sur 4 ans uniquement, le Cameroun a perdu 420 millions de dollars, environ 210 milliards de francs CFA. Et qu'est-ce que ces gens ont reçu, ces fonctionnaires véreux, criminels ont reçu? Ils ont reçu 8 milliards de francs. Vous prenez 8 milliards de francs pour faire perdre à votre trésor public 210 milliards. Et je dis ça, c'est uniquement sur une période de 4 ans. Nous parlons d'une affaire qui date depuis 10 ans. Et je vous rappelle, les pratiques, c'était quoi? Et c'est pour ça que je vous dis que si c'est le Cameroun, si l'expertise est menée, si l'audit est fait au Cameroun, 420 milliards de francs, ce sera peanut à côté de ce qu'on a perdu. Parce que le problème consistait à quoi? Déjà à biaiser les déclarations, n'est-ce pas, je vais dire d'exploitation. C'est-à-dire le nombre de barils qu'on puise par jour au Cameroun à la source, c'est biaisé, on ne déclare pas. On peut puiser 100 barils par jour, on vous dit qu'on a puisé 50 barils. Ça, c'était déjà à ce niveau. Maintenant, le peu que vous avez déclaré, il fallait faire des décotes de 30 à 70% par rapport au prix du marché. C'est-à-dire que si c'est vendu à 100 $ le baril sur le marché, nous on vend à 30 barils à Glencore pour qu'il aille revendre à 100 $ le baril sur le marché. Mais si ce n'est pas des criminels ça, parce que la corruption c'est une accommodation qu'on peut faire, n'est-ce pas, pour laisser passer des choses apparemment légères. Mais lorsque les gens vont jusqu'à ce niveau, vont jusqu'à faire perdre à un État des milliers de dollars, en ce moment où, il faut le dire, les finances publiques, c'est Yves qui le disait encore, c'est vrai, je suis d'accord avec lui, les contraintes budgétaires en ce moment limitent drastiquement le déploiement de l'État dans un certain nombre de secteurs, c'est vrai. Mais lorsqu'à côté de cela, là où l'État peut glaner encore un peu d'argent, et surtout des devises, parce qu'il faut savoir que depuis que nous avons perdu le contrôle sur un ensemble de produits d'exportation, notre balance commerciale se creuse davantage et nous n'avons pas suffisamment de produits d'exportation. Donc le seul produit qui nous permet d'engranger encore un peu de devises et pour pouvoir, n'est-ce pas, ravitailler notre compte d'opération à l'extérieur, c'est le pétrole et le gaz. Donc lorsque les gens nous font perdre beaucoup de milliards, c'est pour qu'on fasse quoi? C'est pour qu'on devienne quoi? Et à contrario, qu'est-ce qu'ils gagnent? 8 milliards. 8 milliards, s'ils sont, je ne sais pas, s'ils sont 10 dans la chaîne, chacun va avoir quoi? Tout ça, pour si peu? Mais non, j'aurais, qu'on me dise qu'ils ont gagné 100 milliards chacun. Je peux dire, bon, allez agresser leur compte, puis c'est ceux qui n'ont pas encore tout dépensé cet argent. Mais ils ont pris 8 milliards depuis 10 ans. Vous croyez qu'ils ont encore quoi? Ils n'ont plus rien. Mais allez voir tout ce que Glencore a gagné au Cameroun. Donc c'est un crime. Et la manière dont ça se gère au Cameroun, on a vu la promptitude avec laquelle l'État du Cameroun se lève très souvent lorsqu'il faut, n'est-ce pas, mettre le grappin sur des gens. Mais je dois te rappeler, Leila, moi je travaille avec beaucoup de structures.
Donc je sais avec quel acharnement, mais avec quelle hargne on met la pression sur le contribuable camerounais. Ok? On met la pression sur le contribuable camerounais parce qu'on lui dit qu'il faut ravitailler les caisses de l'État. D'accord. À côté de cette affaire, je vais vous coller une autre affaire similaire, l'affaire Bourbon, où des fonctionnaires du fisc camerounais ont pris 200 millions de francs pour effacer la dette fiscale de Bourbon à concurrence de 5 milliards de francs. Mais regardez tout ça. Mais c'est du crime, c'est des criminels. On ne doit pas tolérer ça. Non seulement on doit révéler leur nom, mais des mesures exemplaires doivent être prises à l'encontre de tous ces fonctionnaires-là. Joseph Tafo, est-ce que vous avez l'impression qu'on avance vers la manifestation de la vérité au Cameroun? Pas au Cameroun. Ailleurs. Oui. Ailleurs, ils ont bien raison de rire. Vous savez, c'est en mai 2022 que cette affaire éclate aux États-Unis. Edmond a parlé tout à l'heure de la bonne volonté du gouvernement qui se serait manifesté si le gouvernement camerounais qui se serait manifesté s'il s'était constitué partie civile dans cette procédure aux États-Unis. Dès lors que vous vous constituez partie civile, vous avez accès à tout le dossier de procédure. Et donc, vous pouvez ouvrir, ça vous donne des éléments pour enquêter. Et que revenir ici au pays, par exemple, à engager une procédure devant le TCS pour poursuivre ces gens. 2 ans après, rien n'est fait. Ce qui m'intéresse là-dedans, vous allez vous dire pourquoi on ne peut pas faire la vérité dans cette affaire. Il y a 2 choses qui vont nous intéresser. Au-delà des 7 milliards de francs qu'ils ont pris, Edmond a relevé tout à l'heure, les milliards emportés. Je vais vous dire honnêtement, c'est tout un circuit qu'il faudrait mettre en branle s'il faut faire dévoiler la vérité. Voilà pourquoi ils vont tout faire pour que la vérité n'éclate jamais. Il y a un autre détail qui nous échappe un peu. Le mode opératoire. Comment est-ce qu'ils ont procédé pour corrompre les fonctionnaires camerounais? Pendant 10 ans, il y a un avion privé qui venait de manière constante, qui atterrissait dans nos aéroports parce que c'était de l'argent liquide. Ça ne passait pas par les banques. C'était de l'argent liquide. Comment est-ce que un avion privé peut atterrir dans nos aéroports, faire ce qu'il a à faire, des gens y descendent, aller sans qu'il y ait de traces qui attirent l'attention. Alors qu'il devait déclarer son manifeste. Vous comprenez là? Le service de renseignement se trouve où? À supposer qu'à la Sonara, à la SNH, on n'a pas pu avoir de traces que les fonctionnaires là-bas étaient corrompus. Mais dans nos aéroports, c'est le mode opératoire qui m'intéresse. Dans nos aéroports, comment est-ce qu'ils peuvent atterrir? Ils ne laissent pas de coordonnées, ils ne disent pas où ils vont. On ne sait pas qui ils sont, il n'y a pas de traces. Et ils pouvaient dire là-bas qu'ils viennent corrompre des gens au Cameroun. Non, ils ne pouvaient pas dire qu'ils venaient corrompre. Mais le fait d'entrer avec l'argent liquide, l'argent liquide, ça devait attirer. Eux-mêmes, ils ont reconnu qu'ils venaient avec l'argent liquide. Ah bon? Vous n'avez pas suivi le procès aux États-Unis? Ils ont reconnu. Oui, ils ont reconnu devant le tribunal, devant les tribunaux. Ils venaient avec l'argent liquide, oui. Dans les avions. Dans les avions privés. Ça transitait par le Nigeria. Par le Nigeria, et ça arrivait au Cameroun. Dans les avions privés, l'argent liquide. Ça transitait au Nigeria et ça arrivait au Cameroun. Et ça arrivait au Cameroun. Ça passait par le Nigeria et ça arrivait au Cameroun. De l'aéroport. Hein. Oui, par avion privé. Oui, par avion privé. Par avion privé. Ça a été reconnu. Ils l'ont déclaré, ils l'ont reconnu. Est-ce qu'il est possible, et on ne parle pas des millions, hein, pas des milliards. Cela signifie que c'est des grosses palettes qui doivent attirer l'attention des services de renseignement à partir de l'aéroport. Personne n'a pipé mot pendant 10 ans. Maintenant, les gens s'intéressent trop aux 7 milliards de francs que ces criminels ont reçus. On fait bien les appeler des criminels. Qu'est-ce que l'État camerounais a perdu durant toutes ces périodes? C'est énormément d'argent. Donc vous voyez que s'il faut faire la vérité sur ce problème, ça va emporter tout le monde. C'est pas pour rien que depuis ils font tout pour nous distraire. Même la correspondance, je suis désolé,
je ne veux pas manquer de respect à l'ADG de la SNH, mais je pense que ce qu'il a fait dernièrement, c'était de la poudre aux yeux pour distraire un peu. Maître Kerimuna a fait justement une sortie le lendemain pour dire que s'il avait... Parce que depuis 2022, il attire l'attention. Donc, s'il voulait faire la vérité, au moins à partir de ce qui a été déclaré aux États-Unis depuis mai 2022, le Nigeria s'était constitué, la RD Congo s'était constitué, le Cameroun devait le faire. Et à ce moment-là, le bâtonnier Kerimuna a attiré l'attention du gouvernement camerounais sur ce qui a lieu de faire. Ils n'ont rien fait. Donc c'est parce que ils ne veulent pas être pris au dépourvu, mais malheureusement c'est le cas. C'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'en Angleterre, on rouvre un autre procès et que les noms vont être dévoilés, qu'ils donnent l'impression qu'ils sont subitement intéressés par la vérité qui devrait se manifester. Et puis le DGA de la SNS s'est même rendu ridicule parce qu'au départ il a dit que dans son service, des choses comme ça ne peuvent pas avoir lieu. Mais c'est quand même curieux qu'il veut nous faire croire qu'il dirige un service dont il n'a pas de manette, il ne maîtrise pas comment est-ce que ces choses-là se passent. Je veux bien croire qu'il n'y est pour rien. Mais il a fait une affirmation très péremptoire au départ et qu'aujourd'hui, c'est en train de le rattraper. Alors, Yves Abama, l'ancien bâtonnier Maître Kerimuna, s'insurge justement avec la dernière énergie, je voulais employer le même terme que le ministre Issa Thierno Mabakari à l'époque, donc contre la mollesse, dit-il, et le flou entretenu par la SONARA et la SNH autour du dossier Glencore. Vu la façon dont ça avance au Cameroun, est-ce qu'il y a matière à s'offusquer selon vous? Non, moi je ne pense pas. Je ne pense pas et... Je comprends mes amis d'en face, surtout Maître Tafo. En réalité, je ne suis pas l'avocat de la SNH, je ne suis pas l'avocat des présumés accusés dans cette affaire, mais je voudrais faire remarquer que au lendemain de l'éclatement de cette histoire, il me souvient que l'ADG de la SNH avait écrit à la justice américaine et dans sa lettre, parce que vous n'avez retenu qu'un élément, il disait que la SNH a un code éthique assez solide et ses employés savent bien que le violer, c'est des problèmes. Et ça, c'est l'aspect que vous avez retenu, mais dans la même lettre, il demandait qu'on mette à la disposition du Cameroun la liste des personnalités, la liste des Camerounais, des employés de la SNH coupables de corruption. Voyez? Donc on ne peut pas nous dire que... En fait, ça il lui dit, vous parlez certainement de sa dernière sortie. Non, la première, dans la première, cherchez la première, vous allez trouver ce que je suis en train de vous dire. Il avait dit, notre code éthique est élevé, donnez-nous les noms des Camerounais qui sont nos employés qui sont impliqués dans cette affaire-là et nous allons faire le reste. Donc je le dis pour battre en brèche le propos de Maître Tafo qui veut que l'ADG soit actuellement en train de s'agiter. De toutes les façons, c'est une histoire que je regarde à distance. C'est une histoire que je ne connais pas beaucoup puisque je n'ai pas... je suis pas... Non, au-delà de l'accès au dossier, il faut être avocat constitué pour avoir accès au dossier. Les questions de pétrole et autres me sont assez étrangères, mais ce que j'entends me fait frémir, et ça me fait frémir. Je souhaiterais simplement, comme tout bon citoyen camerounais, que des démarches soient entreprises pour que justice soit faite. Parce que si on nous dit que dans cette histoire, quelques Camerounais ont gagné 7 milliards pour que tout le pays perde des centaines de milliards, c'est inadmissible. Vraiment, aucun Camerounais ne peut le tolérer. Mais je voudrais aussi que nos partenaires internationaux, parce que ça ne sert à rien de jouer à ce petit jeu-là, on va donner les noms aujourd'hui, on ne les donne pas. Ça donne le sentiment que, au-delà du Cameroun, il y en a qui veulent cacher des choses et qui disent être... voilà. Donc, ce serait plus simple. J'ai même lu une autre sortie de l'ADG qui dit que, au-delà des poursuites engagées sur la scène internationale, ici chez nous au Cameroun, il y a des gens qui seront poursuivis au TCS, c'est-à-dire que si les noms sortent, on va les mettre en accusation. On ne peut pas dire qu'il est dans la gesticulation. En réalité, il faut que cette affaire, qu'on aille jusqu'au bout. Bon, j'entends Edmond qui a te dit le Nigeria, la Côte d'Ivoire et autres ont porté plainte. Moi, j'ai essayé de me renseigner et je ne trouve... pas d'informations à ce sujet. Je ne sais pas si vous pouvez me mettre à la page
Parce qu'il faut qu'on sache bien quelles sont les pratiques. Voilà, il faut qu'on sache quelles sont les pratiques de ce côté-là. Jusqu'ici, moi, je pense que la position du Cameroun est une position de principe. C'est une position prudente. On se dit, face à l'inconnu, on ne veut pas se jeter. Maintenant que l'affaire revient avec insistance et que l'ADG monte au créneau, vraiment, ne faisons pas un procès en sorcellerie. Essayons de lui accorder le bénéfice du doute. Essayons de dire que oui, voilà, peut-être quelqu'un qui n'était pas au courant de ce que le Cameroun perdait énormément à cause d'un certain nombre d'employés véreux et qu'il a résolument pris sur lui de tout faire pour que cet argent-là revienne. Parce que quand on dit dédommagement, pour le dédommagement, à côté de ce qu'on a perdu, on va considérer tout ce qu'on est en train de perdre comme effort financier et autres pour aller dans les procès. Il y a beaucoup d'argent de ce côté à chercher et actuellement le Cameroun en a besoin. Donc ce sont des questions sur lesquelles je ne veux pas, faire la langue de bois. Je ne veux pas faire la langue de bois pour dire que non, tel est blanc, tel n'est pas blanc. Non, moi je veux que la justice se fasse et puis que l'argent revienne dans les caisses de l'État. On en a énormément besoin. À l'extrême nord dont on parle, que les 400 milliards, ils n'aideraient pas à faire quoi, par exemple? Alors, en attendant que je retrouve le communiqué produit par l'administrateur directeur général de la SNH, je pense que c'était le 30 mai 2022, oui. En attendant que je retrouve ce communiqué, Edmond Kouyaté, comme Maître Akeré Mouna, vous semblez remettre en question la stratégie de la SNH qui est d'attendre que tout vienne du tribunal criminel spécial, mais de quel autre moyen disposerait... Pas du tribunal criminel spécial, le tribunal britannique. Le South Court, bref. De quel autre moyen disposerait la SNH pour l'éclatement de la vérité? Non mais écoutez... Comment est-ce qu'il pourrait procéder aujourd'hui? Le Cameroun, pour pouvoir faire éclater la vérité, oui. C'est simple. La chose la plus simple parce que l'affaire est devant le TCS déjà. C'est l'affaire est devant le TCS, mais sauf que vous n'avez pas les éléments du dossier. Le Cameroun devrait d'abord se constituer partie civile, avoir accès. Quand vous êtes partie civile, on vous remet le dossier de procédure. Tout le dossier de procédure. À partir de ce moment, vous identifiez d'abord les différents acteurs en interne, le modus operandi, vous identifiez, bref, vous avez tous les éléments qui vous permettent, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'évaluation qui a été faite sur la base d'un ensemble de données à sa disposition par le SFO, je crois que c'est ça que vous vouliez dire tout à l'heure, le SFO, le Serious Fraud of machin là, donc, Serious Office of Fraud, donc, le SFO, et ils ont mené une petite enquête pour voir qu'en 4 ans, le Cameroun a perdu 420 millions. Et je vous ai dit que les pertes, ça se font, les pertes s'enregistrent à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau de l'extraction. C'est-à-dire le Cameroun extrait combien de barils jour. À ce niveau-là, à cet endroit, les gens ont biaisé les chiffres. Ensuite, maintenant, au niveau de la vente, on applique, n'est-ce pas, de manière arbitraire des décotes jusqu'à 70%. Sur le prix, n'est-ce pas, du marché, sur le cours, n'est-ce pas, international. Oui. Le Cameroun perd encore de l'argent. Donc, il est question pour le Cameroun d'abord de se constituer partie civile, avoir accès au dossier, pouvoir évaluer. C'est documenté. C'est documenté. Parce que, non, si c'est non, mais c'est documenté. Peut-être je vous dis, c'est bien que les documents soient... Mais c'est pour ça qu'on demande que le Cameroun se constitue partie civile. Ça, c'est documenté parce que nous avons un compte rendu que Maître Akeré Mouna nous fait, puisqu'il assiste à tous les procès. Mais sauf qu'il assiste en tant qu'individu. Il n'est pas constitué par l'État du Cameroun. Donc, il ne peut pas avoir accès au dossier. La dernière fois, tellement irrité, il a dû même mobiliser la diaspora camerounaise à Londres pour aller manifester devant le tribunal et exiger du procureur qu'il remette les noms, n'est-ce pas, des Camerounais ou qu'il remette un ensemble d'éléments. Mais ça ne peut pas se faire. Parce que, comme je vous l'ai dit, lorsque les parties entrent en négociation entre le procureur et, n'est-ce pas, je vais dire, la défense, lorsque les parties entrent en négociation, il y a un ensemble de réserves que les uns et les autres émettent. Et, entre autres réserves, Glencore a émis, n'est-ce pas, le réserve de mettre, oui, voilà, de garder, de frapper de confidentialité un ensemble de données dans le dossier. Ce qui est respecté, le tribunal va respecter cela. Le tribunal ne peut pas, n'est-ce pas,
je vais dire, ne pas respecter, à partir du moment où c'est la volonté des partis. Donc, mais, dès que le Cameroun va se constituer partie civile, ces réserves vont tomber. Il aura accès, n'est-ce pas, je vais dire, au dossier, et à partir de ce moment, tout va être clair. Et il saura donc par quel bout s'y prendre et contre qui il faut s'y prendre dans ce dossier. Alors, juste que je précise pour Yves Abama, non, le 30 mai 2022, la SNH n'a pas demandé à avoir les noms des personnes impliquées. Le communiqué, c'était la Société nationale des hydrocarbures a été informée par voie de presse de ce que la société Glencore International et ses filiales auraient reconnu auprès des autorités américaines et britanniques avoir corrompu, auprès des autorités américaines et britanniques avoir corrompu des agents publics de plusieurs pays, parmi lesquels ceux de la SNH au Cameroun. À cet égard, il est porté à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale que la SNH n'est ni de loin ni de près associée à de telles pratiques strictement interdites par son règlement intérieur. Les autorités américaines et anglaises ont été saisies en vue de fournir des éléments qui permettent d'établir la véracité de ces allégations. Et à votre avis, ces éléments, c'est quoi? Je vous dis que les autorités, parce que vous avez le sentiment qu'ils n'ont rien fait. Et il a dit, bon, ce n'est pas vrai, il est passé. Mais quand même ce communiqué, quand on lit, est-ce que l'ADG a dit, ce n'est pas vrai, passons. Il dit, nous ne sommes pas mêlés. C'est ce qu'il a dit. Non, il dit, non, c'est deux choses. C'est deux choses. C'est deux choses. C'est deux choses. Mais, ma comprenette, c'est deux choses. Premièrement, notre règlement intérieur est contre ce genre de choses, donc ça ne peut pas arriver. Et puis, par la suite, on a saisi les autorités américaines pour avoir, je pense, c'est ça, les détails, non? Voilà. De ces allégations, la véracité de ces allégations. De ces allégations, une allégation, c'est un propos qui n'a pas encore été vérifié. C'est normal. On est sorti juste après pour dire la démarche là n'est pas bonne. Allez-vous le problème, c'est que je ne sais pas pourquoi vous faites, de Maître Akerimuna. Je ne sais pas pourquoi vous faites de Maître Akerimuna le baromètre dans cette histoire. Je vais vous rappeler qu'on parlait d'un politicien. Hein. Je vais vous rappeler qu'on parle de quelqu'un qui a intérêt à tout faire pour rester dans le débat public et qui n'a pas un appareil politique solide comme certains pour exister. Donc je ne veux pas dire qu'il y a quelque part une espèce de politisation dans son discours, mais je voudrais dire quand même que le RDPC ne s'intéresse pas réellement à cette affaire parce ce n'est pas une affaire, ne dites pas que le RDPC ne s'intéresse à ça, parce que le RDPC c'est un parti politique. J'aurais aimé je vous aurais conseillé d'aller à la SNH, de solliciter par exemple un personnel, un communicateur pour qu'il vienne sur le plateau répondre à un certain nombre de choses. Le RDPC que je représente ici, serait très mal de défendre la SNH, de vouloir vous dire que non, c'est comme ça. J'essaye de faire avec ce que j'ai vu. Vous voyez? Et nous, en tant que RDPC, quand on rentre dans nos textes, l'éthique a une place de choix. Au nom de cette éthique-là, je souhaite, moi, militant du RDPC, comme tous mes camarades, nous souhaitons que, parce que quand on parle de cette inondation à l'extrême nord, on a beaucoup de militants dans les 200 000 dont on parle là. Si on parlait repartir en parti politique, je suis sûr que nous sommes plus frappés. Ouais. Donc la pauvreté, les affaires d'eau, elles nous touchent autant que les autres. Donc nous souhaitons que les personnes impliquées dans cette affaire soient connues, soient sanctionnées et que l'argent revienne dans les caisses de l'État. À votre avis, pourquoi le Cameroun peine à se constituer partie civile dans cette affaire, Maître Akerimuna? On a précisé justement qu'on a jusqu'à l'année prochaine pour saisir les différents tribunaux afin que les noms soient revenus. Passer l'année prochaine, ça risque d'être un peu compliqué. Voilà, vous savez, chez nous au Cameroun, vraiment... il y en a qui... Ça court depuis 2022. Il y en a qui décident parfois de prescrire aux autres la vitesse de leurs actes. Je ne peux pas parler pour le gouvernement du Cameroun. Je ne peux pas parler pour l'État. Je ne suis là que pour un parti. Mais je peux vous dire que, en réalité, la façon dont je vois l'ADG de la SNH monter au créneau me laisse croire que, in fine, il y aura quelque chose dans ce sens-là. Parce que, tel qu'il est parti... On a jusqu'à l'année prochaine pour solliciter les tribunaux. Bien entendu, tel qu'il est parti, il ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. La vérité doit être faite. Il l'a déjà dit. Il aura l'accord du Cameroun et peut-être on ira au bout. Pas peut-être, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Mais cette tendance à vouloir dire, bon, vous traînez les pas, c'est le RDPC, je trouve que c'est un peu... fait dans la confusion.
Alors, déclaration de l'impôt sur les revenus des personnes physiques des contribuables non professionnels. La déclaration est prorogée jusqu'au 1er décembre 2024. Initialement fixée au 30 juin, c'est la deuxième fois que le délai connaît une prorogation. Alors, Joseph Tafo, le délai de paiement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au Cameroun a une fois encore été reporté. Est-ce qu'il fallait s'y attendre selon vous? Oui, il fallait s'y attendre déjà parce que la manière du procédé, je veux dire qu'ils ont leur système là en ligne qui, depuis un bon bout de temps, ça fait des problèmes. Je crois qu'on doit être d'accord au moins sur ce point-là, parce que même les contribuables qui veulent payer normalement n'arrivent pas à se connecter en ligne parce que la page de la direction générale des impôts, je ne sais pas si c'est saturé ou alors si c'est mal fait. Il fallait s'y attendre. Et puis, véritablement, ces impôts à tout bout de chemin, c'est la résultante de ces multiples recherche de fonds. Il faut absolument trouver de l'argent. On ne sait plus à quoi ça sert, mais on se demande vraiment dans quel gouffre on est en train d'y aller davantage. Donc, quand on renvoie, il fallait s'y attendre. Parce que le système informatique ne fonctionne pas normalement. Et puis, s'il y a d'autres raisons, je ne sais pas trop. Peut-être que c'est pour donner aussi la possibilité au grand nombre, à la grande majorité des citoyens qui ne s'étaient pas encore arrivés jusqu'à maintenant, et de leur fait surtout. Parce que si quelqu'un veut aller en ligne maintenant, se mettre en règle, et que la connexion ne marche pas, il ne peut pas faire le miracle. Du coup, l'État a compris qu'il fallait proroger la date. Permettez-moi de revenir un peu sur le problème de Glencore. Rapidement pour qu'on sorte de ce sujet. Oui, le prof regarde l'action du bâtonnier Akeremouna sous le prisme de la politique, parce qu'il pense que c'est tout à fait normal qu'il le fasse parce que il veut tirer les dividendes. Mais je dis, si vous ne voulez pas que... Je n'ai pas fini. Oui, mais votre interrogation est insidieuse. Donc, si vous ne voulez pas que des gens posent des actes qui vont avoir des bénéfices politiques, ne leur prêtez pas le flanc. Parce que si cette affaire s'était déclarée en mai 2022 et qu'aussitôt le Cameroun s'était montré intéressé à vouloir faire connaître la vérité, je ne pense pas que le bâtonnier aurait trouvé du grain à moudre dans sa machine. Vous avez prêté le flanc, il en profite et il fait ce qui est normal. Et je pense que jusqu'ici, tout ce qu'il fait, je pense que jusqu'ici, il peut en profiter, tant mieux, mais je pense que jusqu'ici, tous les actes, je pense que jusqu'ici, tous les actes que le bâtonnier pose sont d'éclairer la lanterne du citoyen et même du gouvernement sur la stratégie judiciaire à faire. Il s'agit des démarches judiciaires. Vous aurez dû faire ci, vous aurez dû faire ça. Ce n'est pas de la politique. Et donc, si après il en profite, tant mieux. Mais c'est vous qui l'avez donné l'occasion. Il me semble qu'il aurait qu'on le constitue. Il me semble, Yves, qu'il aurait été plus équilibré de souligner aussi quand même sa casquette de technicien du droit. Et je crois que dans l'affaire Glencore, ils n'ont pas le temps à dire le bâtonnier. Oui. On sait déjà que c'est... Oui, parce que en fait, c'est celui qui a pris son bâton de pèlerin pour véritablement se pencher sur cette histoire. Vous savez, il y a pas mal d'affaires dans notre pays qui passent par les fourches codines comme ça et tombent dans l'oubliette sans que personne ne se pose la moindre question. Et je crois que c'est pour ça que Maître Akeremouna n'a pas voulu justement que cette affaire aussi tombe dans les oubliettes sans que personne ne pose la moindre question. Je dois rappeler qu'avant cette affaire, il y a eu l'affaire Bourbon. L'affaire Bourbon avec le fisc camerounais ici, où quelqu'un est justement parti de la France, venir ici, n'est-ce pas, corrompre les agents du fisc, leur donner 200 millions pour effacer une dette fiscale de plus de 8 milliards de francs. Et il a fait la même chose au Nigeria. Sauf qu'au Nigeria, c'était beaucoup plus costaud. On parlait de 220 milliards de francs. Il a donné 2 milliards pour effacer une dette de 2. Vous voyez un peu comment nous, dans nos pays, là, on se comporte. C'est-à-dire que quelqu'un vient donner 2 milliards et on efface une dette fiscale. On fait perdre au trésor public plus de 200 milliards. Pareil en Guinée équatoriale. Donc ces multinationales-là qui arrivent chez nous, nous appauvrissent, nous asphyxient. Et demain,
Jamais ils sont les premiers à nous donner des leçons, des leçons de gestion, des leçons de démocratie, des leçons de droits de l'homme, dire comment nous sommes pauvres, comment nous sommes misérables, comment nous allons toujours vers eux solliciter de l'assistance. Mais alors que c'est chez nous qu'ils viennent puiser gratuitement l'essentiel en substance de leurs capitaux. Non, il fallait bien que quelqu'un, et je me réjouis de savoir... J'ai envie de demander à Yves Bama, sans mettre à Kéré, Mouna, que serait l'affaire Glencore? Que serait l'affaire Glencore? Ça serait passé comme l'affaire Bourbon. Non, je ne pense pas. Je pense pas que quand l'ADG sort pour la première fois, je ne sais pas si Maître Akere Mouna était déjà sorti. Maître Akere Mouna en parle en filigrane depuis au moins 2018. Oui. Depuis au moins 2018. Bon, de toutes les façons, vous savez, il a beau être politicien. Non, je veux dire sans Maître Akere. Ce n'est pas un crime. J'insiste quand même sur la question. Je vais répondre. J'insiste à répondre. Au Cameroun. Oui, je dis que il est, vous savez, un des rôles aussi des politiques, même des opposants, c'est le rôle de veilleur. Bon, parce que ailleurs, on va vous dire que le gouvernement gouverne sous le contrôle de l'opposition. Donc, je ne fais pas, c'est pas une insulte que je fais en disant ça. Si je trouve qu'il en fait un peu trop et qu'il prend un peu, c'est pas une insulte. Je dis que, comme citoyen, c'est normal, même s'il n'était pas politicien, c'est normal qu'un citoyen éclairé dans un domaine, surtout un avocat, découvrant une affaire comme celle-là, est-ce qu'elle ne en parle tellement. Inaperçue cette affaire sans Maître Akere Mouna? Je ne peux pas. Est-ce qu'elle ne serait pas passée inaperçue finalement comme je ne peux pas dire oui ou non parce que en réalité c'est pas lui qui la déclenche. Elle se déclenche de l'autre côté. Vous êtes des médias. Parfois même vous les médias, je vous accuse de beaucoup de passivité dans certains dossiers importants. C'est-à-dire que à titre de patriotisme de votre part, peut-être vous auriez pu tourner cette information en boucle de sorte que si Maître Akere Mouna n'était pas là, que les Camerounais, par exemple, en soient faits. Aussi bien que la presse écrite que la presse audiovisuelle. Donc je veux dire qu'en réalité, c'est pas comme si sans Maître Mouna, on aura... Non. Peut-être qu'on en aurait parlé un peu moins, parce que les médias ne nous auraient pas aidés, mais voilà. Vous refusez de lui accorder ce crédit. On parlait justement de l'IRPP, l'impôt sur les revenus des personnes physiques, et on parlait de cet énième report de déclaration. Problème structurel dans le système fiscal, mauvaise communication entre l'administration et les contribuables. Comment est-ce qu'il faut analyser ces incessants reports? Non, moi je pense que le report c'est pour mieux préparer les Camerounais. Je me souviens qu'à l'approche du 30, c'était le 31 juin. C'était le 30 juin. Voilà, beaucoup, dans mon corps, le corps de l'enseignement, beaucoup se précipitaient, les gens m'appelaient partout, me disaient, ouais, on va même faire comment, est-ce que toi tu as déjà fait ça? C'est-à-dire que les Camerounais sont les champions de la dernière minute. Et vous savez, l'information remonte toujours. L'information qui est remontée, contrairement à ce que Maître Tafo disait tout à l'heure, c'est que si on arrête le 31 juin, le 30 juin, pardon. 30 jours. J'ajoute un jour. Si on arrête le 30 juin, beaucoup de Camerounais ne se seront pas arrimés. Et ça va faire d'autres problèmes. Il y aura... Parce que cette pièce-là, si on ne l'a pas, ça va être compliqué pour d'autres opérations. Beaucoup d'autres opérations. Donc je pense que c'est pour éviter déjà qu'on ait une grogne sociale. Parce que arrêter le 30, c'était s'exposer déjà à cette grogne-là. Bon, maintenant, il n'est pas interdit que les problèmes, l'élément dont Maître Tafo a parlé, soit aussi une raison, mais ça peut pas être la raison principale par rapport à ce que personnellement j'ai vu. Mais je voulais relever quelque chose dans son propos et je me réjouis de la présence d'Edmond sur le plateau pour confirmer ou infirmer ce que je dis. Quand Maître dit trop d'impôts, impôts à tout bout de chemin. Je dis à Maître que Maître, il faut qu'on sache ce qu'on veut dans ce pays. Moi, j'ai fait une petite analyse, c'est-à-dire que j'ai essayé d'étudier le taux de pression fiscale par pays, par niveau de développement. Je me suis rendu compte de quelque chose. Aucun pays développé, aucun pays émergent n'a un taux de pression fiscale comme celui du Cameroun. Je ne sais pas si je mens. C'est ce que j'ai constaté. Vous voyez? Donc, non. Pas la comparaison à ce niveau. Tu peux la prolonger, je te laisse l'occasion de la prolonger. Donc je dis qu'en réalité, Maître ne doit plus dire, les politiciens doivent aider le Cameroun à se développer. Quand vous venez sur les plateaux, et je sais que l'OMS est un parti sérieux qui aspire à gouverner le pays, venez parce que si vous êtes au pouvoir un jour, c'est pas là que vous allez commencer à dire au Camerounais que non, pour se développer, il faut qu'on ait un taux de pression fiscale peut-être de 20 à 30
Certains sont même à 40, je ne sais trop quoi. Ouais. Donc il faut qu'on disons les vérités. C'est pas parce que c'est le RDPC qui est là, comme on vient de dire, quand on a 13% et qu'on fait un petit truc là, on monte à 13, quelque chose. Oh, c'est la fin du 13,5. Voilà. Donc il faut qu'on arrête avec ce discours, soyons responsables. On ne peut pas se développer avec ce qu'on a. Il faut qu'on élargisse l'assiette fiscale. Il faut qu'on essaye d'être efficace dans le recouvrement de l'impôt en interne, parce qu'on a besoin de cet argent-là. On est en activité, on est en affaire avec nos partenaires internationaux. Tout ce qu'on doit financer ne peut pas venir de l'extérieur. Il y a des choses qu'on doit financer. On doit faire un effort interne pour nous permettre de financer. S'il te plaît, ne me coupe pas. Elle est démangeaison. J'ai souffert tout à l'heure. On doit faire des efforts. On doit faire des efforts sur un certain nombre de secteurs en interne et on ne peut pas aller demander l'argent à l'extérieur. Il faut qu'on mobilise cet argent de l'intérieur et la meilleure manière de mobiliser cet argent-là, c'est la pression fiscale. Je voudrais rappeler ici que dans beaucoup de pays, je prends un pays comme la France, je me documentais un peu, je me suis rendu compte que on nous dit que l'IPP, c'est comme ça qu'on appelle l'IRPP, des personnes physiques, oui. Oui, après la TVA, c'est le deuxième impôt qui rapporte le plus d'argent à l'État. Vous voyez? Or, chez nous, ici au Cameroun, et ce qui est vrai pour la France, cela peut être vrai pour tous les autres pays. Hein. Chez nous, ici au Cameroun, on ne l'applique pas. Regardez ce qu'on paie par an. On parle des ponts, on parle des routes, on parle des écoles, on parle de ci ou ça. Où est-ce qu'on ira chercher l'argent? Que les gens comme Maître Tafo viennent nous mettre le débat de l'usage, la bonne qualité de l'usage de l'impôt sur la table. Parce que ça, c'est un bon débat. On peut le faire. On peut se regarder dans les yeux et se dire un certain nombre de choses. Comment est-ce qu'on utilise l'argent de cet impôt? Mais qui ne viennent pas nous faire le débat de trop d'impôts. Parce que jusqu'ici, ce qu'on a ne nous permet pas de faire ce que les autres ont fait. Alors, Joseph, permettez que Edmond prenne la parole sur ce sujet, sur notamment la pertinence de cet impôt, les enjeux autour du paiement de l'IRPP. Bon, je pense que, le problème observé jusqu'à présent et ce qui justifie, n'est-ce pas, cette autre prorogation, oui, est lié à trois choses, trois éléments fondamentalement. Il y a d'abord la résistance, n'est-ce pas, du contribuable. Il y a l'ignorance du contribuable. Il y a l'inefficience du système de collecte. C'est-à-dire que le système informatique... Quand vous dites ignorance du contribuable, vous parlez de la mauvaise communication entre l'administration et le contribuable? Il y a la mauvaise communication et il y a également que le contribuable ne sait pas les conséquences auxquelles il s'expose. S'il n'arrivait pas, c'est parfois lorsqu'il va faire certaines opérations, on lui dit où est ton ACF, qu'il se rend compte que c'est un document contraignant. Et donc beaucoup ne le savent pas. Et il y a également la résistance. Beaucoup résistent. Ils disent je ne gagne rien, donc je ne paye rien. Vraiment, moi, il ne faut rien me demander. Moi, dans ce pays, je ne travaille pas, je n'ai pas de boulot. Vraiment, pourquoi je dois payer? Et il y en a à qui, quand vous parlez même, ils commencent d'abord à vous insulter, comme si c'est vous qui avez institué cet impôt. Donc, il y en a, ils viennent me consulter, me demandent si c'est contraignant, s'ils doivent payer, s'ils sont assujettis. J'ai dit c'est tout le monde. Et je leur dis, allez au moins déclarer néant. Vous n'avez pas de revenus parce que c'est prévu dans la fiche. Vous déclarez néant et vous allez payer, je crois, 16 000 francs. C'est annuel. Vous payez 16 000. Alors, il s'en prend à moi comme si... Vous croyez que 16 000, déjà, c'est facile, je prends ça ou je ne travaille pas. Je leur dis, bon, écoutez, c'est pas moi, je vous dis ce que vous devez au moins faire. Et puis, je leur explique, et sachez que si vous n'avez pas ce document, il y a beaucoup de choses auxquelles vous ne pouvez plus prétendre parce qu'on va vous opposer cela. Et donc, si vous n'avez pas payé dans les délais escomptés, il faut également savoir que, passé ce délai, il y aura des pénalités. Donc, les 16 000 que je vous demande d'aller payer tout de suite là, vous allez payer 16 000 plus une autre pénalité. Ah, c'est 10%. Voilà, c'est 10%. Ça va être encore beaucoup. Donc, il vaut mieux aller s'acquitter de cela. Et donc, il y a également, comme je le disais, un autre élément qui justifie cette prorogation, c'est l'inefficience du système. Ça bug tout le temps. Beaucoup de gens n'arrivent pas à s'enregistrer, c'est normal, c'est un système qui est encore en train d'être expérimenté. Et donc, lorsque c'est surchargé, vous pouvez imaginer, c'est combien, si on prend la population active du Cameroun qui est assujettie, c'est près de 15-20 millions. Donc, à un moment donné, la sollicitation du système peut être trop lourde. Et puis, on sait que nos serveurs, ce ne sont pas des plus costauds. Et donc, à un moment donné, il peut y avoir surcharge, n'est-ce pas, de données dans le système et puis ça bug un peu. Donc, voilà ce qui peut justifier. Mais in fine, ce qu'il faut dire, c'est que... La pertinence, justement, des enjeux autour. Bon, je vous ai dit que le contexte au Cameroun est tel que
l'État doit explorer toutes les niches qui lui permettent de gagner un peu d'argent. C'est vrai qu'au départ, les gens se sont beaucoup plaints en disant, par exemple les fonctionnaires, en disant que leur solde était déjà assujetti à un impôt. S'ils doivent encore payer un impôt, n'est-ce pas, sur le net à percevoir qui a déjà été, n'est-ce pas, déduit d'un impôt, pour eux, ils trouvaient que c'était doublement... Bon, je leur ai fait comprendre que, écoutez, si c'est une décision de l'État du Cameroun, on ne peut que s'y plier. Maintenant, comme vous... Edmond, je voulais préciser par rapport à ce que vous dites là. C'est-à-dire que les fonctionnaires qui, en dehors du salaire, ont d'autres revenus, voilà, ils doivent également déclarer. Salaire, je pense que c'est précisé même là. Ils doivent déclarer. Si vous avez, n'est-ce pas, d'autres revenus, ils doivent déclarer. Et donc, est-ce que c'est pertinent? Vous savez, c'est un débat qui a cours dans toutes les sociétés. Le contribuable ne va jamais trouver la pertinence d'un impôt à partir du moment où c'est contraignant et ça le déleste d'une partie de ses revenus. Vous ne pouvez pas lui expliquer la pertinence. Vraiment, quelle que soit votre efficience fiscale, économique, financière, quel que soit ce que vous allez lui expliquer, même si c'est 100 francs, vous lui demandez de payer 100 francs, vraiment il va trouver que... Et puis, le véritable problème dans notre société, le véritable problème, ce n'est pas tant la lourdeur, parce que justement la pression fiscale chez nous est de 13,5%. Je crois que c'était de 11, on est parti de 11,75, si ma mémoire est bonne. On a fait un programme, n'est-ce pas, de réajustement, de relèvement de taux sur 3 ans pour atteindre in fine 13,5%. Ce n'est pas si élevé que cela. Mais le problème, et c'est ce qui justifie la pertinence de cet impôt-là, le problème, c'est que tel que notre système fiscal est organisé, cela ne concerne qu'une très infime minorité de Camerounais. Et ils ont l'impression de payer beaucoup. Vous savez que lorsqu'il y a une charge, si on confie ça à 2 personnes, ça va être une charge très lourde. Mais si on confie ça à 20 personnes, personne ne va sentir la charge. Donc c'est un peu ça. Donc il faut que l'État travaille à élargir la base de l'assiette fiscale. Il faut élargir, il faut élargir la base parce que tant que la base est trop effilée et que ça ne prend qu'une très faible portion de personnes, chaque fois que vous ajoutez même 0,1%, ils ressentent ça de manière très dure et très forte. Et donc, il faudrait peut-être demander à l'État d'explorer d'autres niches, de nouvelles niches. Il faudrait par exemple, et il faut aussi comprendre le problème de l'État, c'est que par exemple d'autres niches demandent beaucoup d'investissement à la base pour aller les exploiter, pour le recouvrer. Ça demande beaucoup d'investissement. Alors que celle-là, c'est facile. On vous dit, si tu n'as pas d'ACF, tu ne peux pas avoir un visa. Vous dites à un Camerounais qui ne peut pas avoir un visa, il va payer. Vous voyez, ça ne demande aucun investissement de la part de l'État, ce n'est pas contraignant. Et donc, l'État, en ce moment, est dans une dynamique d'explorer les niches fiscales qui lui demandent moins d'investissement au recouvrement. C'est ce que l'État essaye de faire. Et donc, vous savez, comme je vous l'ai dit, on est dans une situation où le plus gros poste budgétaire chez nous, c'est le service de la dette. On a trop d'engagements et il va bien falloir assurer le service de la dette. Je vous ai dit, c'est le plus gros poste, 1700 milliards. Et ça va encore se creuser un peu à l'exercice prochain. Et ça va continuer, puisque nous n'en sortons pas. Le programme d'ajustement budgétaire sous lequel nous sommes placés depuis 2017, nous n'en sortons pas. Ça a été prorogé en 2024, mais à partir du moment où nous n'avons pas opéré un ensemble de réformes structurelles pour pouvoir relever notre niveau économique, il va rester que nous allons être dépendants. Vous avez vu que la dernière fois, en plein milieu d'exercice, le président a été obligé de rectifier la loi pour nous permettre d'aller chercher 720 milliards à l'extérieur. Parce qu'initialement, on avait prévu d'aller prendre peu d'argent à l'extérieur, mais on avait prévu prendre 375 milliards sur le marché local, sur le marché intérieur. Or, le marché financier intérieur, avec les taux qui sont, je vais dire, très compétitifs, ça suscite de l'appétit de part et d'autre, et donc c'est très bousculé sur le marché intérieur. On n'a pas pu, n'est-ce pas, lever de l'argent en interne, et donc le président a été obligé de modifier la loi de finances, de rectifier la loi de finances pour nous permettre d'aller chercher 720 milliards à l'extérieur. Vous avez vu que c'est ce que nous avons fait. On est allé faire une opération à à près de 10,15% de taux d'intérêt. C'est
c'est dur, c'est très très dur. Et donc, tout ce que je vais demander, c'est demander aux Camerounais d'essayer d'accompagner, même avec beaucoup d'amertume. Je ne suis pas très à l'aise moi-même en le disant, parce que la seule chose qu'on me retorque souvent, c'est quelles sont les contreparties. Est-ce que nous avons les services de base, les services sociaux de base adéquats? Est-ce que nous avons là, c'est le vrai problème. Et c'est même là le véritable débat. C'est ce qu'il faudrait dire. La contrepartie, oui. Qu'est-ce que nous avons en contrepartie? Notre voirie municipale est dans un état de dégradation très très avancé. N'est-ce pas, nos universités sont dans des états pas très... Les plateaux techniques dans nos hôpitaux, et puis tout ça. Et quand les gens vous opposent tout cela, je vous dis... Oui, et le panier de la ménagère, il y a l'inflation qui continue, la courbe inflationniste qui continue, n'est-ce pas, de côtoyer l'asymptote. Et donc, quand les gens me disent ça, je leur dis, mais moi-même, je subis également, je ne suis pas épargné de tout cela. Et donc, je peux comprendre les récriminations des uns et des autres. Mais sauf qu'on est dans une situation où on ne peut pas laisser tomber l'État du Cameroun. Il ne s'agit pas d'un gouvernement, mais d'un État. Et donc, il faudrait qu'on essaye de se plier à un certain nombre d'exigences. Comme disait Maître Tam, il faut serrer la ceinture. Il faudrait qu'on retrousse les manches, qu'on serre la ceinture et qu'on essaye de s'acquitter, n'est-ce pas, de ces obligations-là. Maître Tam, vous voulez prendre la parole pour sortir de ce sujet? Oui, je voudrais préciser, nous ne sommes pas en train de demander aux Camerounais de ne pas payer les impôts. Quand on pose la question de savoir pourquoi toujours trop d'impôts, c'est parce que chaque fois qu'on a payé, on ne voit pas à quoi ça sert. Tous les jours, on serre la ceinture, tous les jours, on nous demande de faire des efforts. On est bien en droit de se poser la question. Parce que si cet impôt-là avait été payé l'année passée, et que cette année, on nous disait, par exemple, je quitte de chez moi, d'ici pour aller chez moi à Mélon, je vais payer 5 000 francs de transport sur un trajet de 160 km. Parce que le trajet, le goudron n'est pas bon. Si on avait pris cet argent et arrangé la route, je paierais moins. Oui. Cela signifie que j'aurai des réserves pour aller résoudre un autre problème. J'arrive à Mélon, le régime de plantain que j'ai acheté hier à 3 000 francs, aujourd'hui coûte 5 000 francs, je dois l'acheter. Parce que il faut que le chauffeur qui me transporte amortisse son carburant, parce que le prix du carburant est élevé. Je pars de chez moi à Dedo pour aller à Akwa. Il faut payer le transport à 500. Hier, ça coûtait 200 francs parce que le taxi a augmenté, parce que le carburant a augmenté. Pourtant, si on avait pris cet argent et le gérer normalement, peut-être aller à la Sonara, nous empêcher de vendre notre pétrole à l'extérieur et acheter plutôt un autre raffiné, parce que nos appareils sur place ne peuvent pas raffiner le pétrole que nous consommons, on n'aurait pas ces problèmes. Mais on nous dit, pour mettre les appareils de la Sonara à jour, il faut 500 milliards de francs, par exemple. Mais chaque année, on subventionne le carburant. On dit subventionner le carburant à 1 milliard de francs. Mais attendez, j'ai jamais compris cette entourloupe. C'est-à-dire que là, vous voulez aller à Yaoundé, votre véhicule est en panne. On vous dit, pour le dépanner, il faut 2 000 francs. A expliqué ça une fois. C'est pas 1 million de francs CFA qu'on injecte, je pense. Oui, il faut dire qu'il y a deux types de subventions. Oui. Parce que ce problème se pose toujours au Cameroun. Les Camerounais veulent savoir, quand on parle de subvention, qu'est-ce qu'il y a même jamais une subvention? Il y a une subvention par affectation de ressources. C'est-à-dire qu'on peut puiser dans une ligne pour vous donner de la subvention. Là, c'est du cash qu'on donne cette fois-ci. Affectation de ressources. C'est-à-dire qu'on prévoit que, on va prendre 100 milliards ici pour donner là-bas, pour subventionner une activité. Parce que, c'est devenu prioritaire pour l'État et, voilà, pour des raisons X ou Y. Il y a maintenant la subvention par délestement par prélèvement obligataire de l'État. C'est-à-dire, l'État vous dit, sur votre activité, là, normalement, je dois prélever 20%. Je dis n'importe quoi. Je dois prélever 20% en termes d'impôts, de taxes, de douane et autres. Je vous laisse 15% et je ne prends que 5%. Donc, vous ne me payez pas l'impôt, les taxes. Ça, c'est aussi un autre mode de subvention. Alors, ce qui pose problème, et je comprends... Pour le pétrole, quel est le mode de subvention? Et c'est ce qui pose problème. Pour le carburant. C'est ce qui pose problème. C'est parce que lorsque vous allez chercher la subvention du pétrole en termes d'affectation de ressources, ce n'est écrit nulle part.
Ce n'est budgétisé nulle part. Quand vous parcourez la loi de finances, on ne vous dit pas que voilà la ligne qui va être... Il y a une ligne de subvention. Oui, il y a une ligne de subvention dans la loi de finances. Par exemple, pour l'agriculture, l'année dernière, c'était, je crois, 20 millions de francs. Voilà la subvention. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'on va donner 20 millions de francs pour subventionner l'agriculture. Pour le pétrole, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'il y a eu cette opacité. Or, même en termes de, n'est-ce pas, d'abandon de prélèvement, quand vous regardez la structuration de prix, et quand on vous dit qu'il y a 22, ça a été relevé, ça a été remonté. Ça a été battu en C'est plus de brèche. 22 taxes en réalité. Dans la structuration, non, dans la structuration de prix, c'est même 25 en réalité. C'est 25. 24, 25. C'est 25. Forfaitaire. Moi, j'ai la dernière structuration qui était de 22. Oui. Je n'ai pas la nouvelle. J'ai appris que ça a été relevé, qu'on a augmenté. Puis justement, parce qu'on avait, dans celle que j'avais, il n'y avait pas la taxe pour la reconstruction de la Sonara. Je n'avais pas cette taxe, mais ça a été ajouté. Alors, Donc, cette opinion-là a été battue en brèche. Non, Oui, c'est ce qu'il dit. j'ai dit que moi, lorsqu'on augmentait, On s'en tient aux 22 taxes. non, lorsqu'on augmentait lorsqu'on faisait la première augmentation. En 2000, sur le plateau, la CATV de citer quelques-unes de ces taxes. Non, mais c'est simple, vous tapez la structuration du prix, il y en a. Parce que quand le pétrole, mais c'est connu de tout le monde, quand le pétrole arrive à la Sonara, c'est 200, je crois 220 francs. À l'époque, moi, quand je dis bien, je m'en tiens. Je voudrais te poser une question. Comme tu es là, c'est vrai que c'est Léla qui pose la question. Il faut savoir, est-ce qu'il est possible qu'un pays comme le Cameroun fixe le prix de son pétrole à la pompe sans concertation avec les bailleurs internationaux? Si vous êtes libre de vos mouvements, si vous n'êtes pas sous un programme d'ajustement. Si sont là nos partenaires, c'est que nous sommes sous programme. Non, si vous êtes libre, on est des partenaires, ce sont nos partenaires multilatéraux. Oui. Mais il n'intervient pas toujours. Il intervient à partir du moment où vous présentez des défaillances par rapport à vos engagements. C'est le rôle du FMI. Parce que j'ai lu un ancien responsable je ne sais pas s'il était à la SNH, il avait fait une communication pour expliquer la structuration du prix du pétrole dans nos pays. Et je vous assure qu'un certain monsieur Dikoumé, ça n'avait rien à voir avec tout ce qu'on entend là sur les plateaux. Il est factuel. Il vous dit l'apport du FMI, comment ça se passe. Non, il ne faudrait pas que les gens racontent. Le FMI n'intervient pas tout le temps dans vos affaires. Vous avez par exemple vu, je vous prends le cas de la France. En ce moment, l'Union européenne a mis la France, n'est-ce pas, sous surveillance budgétaire parce qu'il a un déficit très lourd, un déficit budgétaire très lourd. Si on lui a donné jusqu'à 2025 pour pouvoir combler ce déficit, s'il ne comble pas le déficit, le FMI sera obligé de frapper à la porte de la France. C'est obligatoire. Donc il faut qu'il comble le déficit d'ici 2025. Et à partir de ce moment, le FMI prend le contrôle, n'est-ce pas, de vos finances publiques. Et il vous dit, parfois même c'est lui qui vous dit, vous ne collectez pas suffisamment à tel endroit. Puisque, in fine, son rôle, c'est de s'assurer que vous, n'est-ce pas, respectez vos engagements vis-à-vis de vos multiples partenaires bilatéraux et multilatéraux. Et donc, nous sommes avec le FMI depuis 2017. Vous vous souvenez lorsqu'il y avait eu un sommet extraordinaire à Yaoundé, avec les chefs d'État en 2000 à Yaoundé, et que le FMI voulait imposer au pays de la CEMAC, n'est-ce pas, un autre, comment vous appelez ça, vous appelez ça quoi, ce qui est intervenu en 94 là Non, ajustement monétaire, c'est-à-dire la dévaluation. C'est l'ajustement monétaire. Le FMI voulait imposer cet ajustement monétaire. Les chefs d'État en salle ont dit non, on ne peut pas revivre ce que nous avons vécu en 94. Il n'est pas question. Et donc finalement, on a accepté l'ajustement budgétaire. L'ajustement budgétaire, vraiment en un mot simple, ça veut tout simplement dire que vous passez la gestion de votre budget au FMI qui doit désormais avoir son mot à dire lorsque vous préparez votre budgétaire, les poches de collecte, la manière de dépenser et tout ça, le FMI a son mot à dire. Et donc, à ce niveau, oui, le FMI intervient. Vous ne pouvez rien faire sans faire intervenir le FMI. Donc, je disais, lorsque vous regardez la structuration des prix de carburant, je le dis, le carburant arrive ici au port à 220-240 francs le litre. Maintenant, entre le port et la pompe, ce sont les taxes.
qui vont porter ça à 800 francs. Donc il faut très bien comprendre que pour qu'on se retrouve à 800 francs, c'est des taxes sur ceci, taxes sur cela, taxes sur ceci. C'est tout ça qui ramène ça jusqu'à 820 francs. Et donc le problème, c'est que les gens, par rapport à ce mode je vais dire, de subvention, les gens ne comprennent pas à quel niveau l'État a, n'est-ce pas, abandonné certains prélèvements. Et c'est pour ça que d'aucuns vont jusqu'à vous dire il n'y a jamais eu de subvention. Et je serais très mal placé pour pouvoir dire qu'il y a une subvention parce que rationnellement, je ne peux pas l'expliquer. On va sortir de cette émission avec le dernier thème et on va y aller rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Alors, on parle sport et on y va avec vous, Joseph Tafo. 4 matchs, 2 victoires, 2 matchs nuls, 6 buts inscrits contre 2 concédés. Quel bilan vous faites jusqu'ici de Mac Brice, l'entraîneur, le sélectionneur à la tête des Lions indomptables? Est-ce que ça touche déjà visible? Oui, bien entendu. Ça touche même très visible parce que, en dehors des résultats que nous avons sur le terrain, oui, il y a le résultat que nous avons dans l'esprit des joueurs. Parce qu'il faut voir dans quel contexte il a livré les 4 matchs. Et il faut dire qu'il est parvenu à maintenir le moral de ces enfants là-haut de manière à ce qu'ils ne soient pas affectés, parce que tout le monde sait, si on devait s'en tenir qu'au dernier match que nous avons joué en Namibie, on a joué à Garoua sur un sol en patate, on a pris l'avion avec les conditions climatiques qu'on sait, et puis les gars rejouent 3 jours après sans entraînement pour ne pas perdre. Donc c'est un exploit. Moi je pense que ce côté moral, ce côté psychologique qu'il a eu à forger dans l'esprit des Lions indomptables, de manière à ne pas être affecté par tout ce qui se passe autour d'eux, c'est déjà une très bonne chose. Ça me rappelle Claude Leroy qui disait, un entraîneur, Claude Leroy et José Mourinho qui disait, un bon entraîneur c'est d'abord ce qu'il peut mettre dans le cerveau du joueur qui l'encadre. C'est-à-dire qu'avant qu'il ne soit capable de toucher au ballon, il faut que moralement, il soit fort, il soit préparé. Et sur tout ce qui se passe autour de lui et bref, dans son environnement. Donc je pense que c'est déjà une très bonne chose. Sauf que je ne peux pas être d'accord avec lui sur tous les plans. Ce sont ces différentes sorties, enfin, les sorties qui lui sont attribuées, si elles sont vraies, je voulais dire que ce n'est pas, c'est pas bien. Il aurait dû avoir, enfin, je parle au conditionnel. Tu te fais violence, hein? Allez-y, Joseph. Allez-y, Joseph. Allez-y. Est-ce qu'il me provoque? Je vais lui répondre. Donc, je vais dire honnêtement, c'est pour ça que je parle au conditionnel. Parce que rien n'est encore démontré. Oui. Très bien. Yves Abama, vous avez réussi à déstabiliser. Vous démontrer que ça vient de lui. Il aurait dû garder la réserve pour ne pas répondre, par exemple, aux dirigeants de l'Africa Foot, de manière à ce que, de ce côté-là, qu'on ne pense pas que c'est un manque de respect, s'en tenir uniquement à son travail d'entraîneur sélectionneur. Alors, depuis juin, Yves Abama, Mac Brice a aligné, on le constatait, presque la même équipe. Comment est-ce que vous appréciez ce choix sur la durée? J'interroge avec vous la profondeur du banc de touche camerounais. Cette équipe-là, si on enlève Carlos Baliba, qu'est-ce qu'il reste? Bon, j'allais dire, si on enlève Carlos Baliba, on enlève le jeune là, Christophe Wou, on enlève le gardien Onana. Pour moi, ça devient compliqué. Parce que même des joueurs confirmés comme Brian Bemo, qu'on a vu régulièrement en Angleterre, là, sur l'ensemble des 2 matchs, on ne les a pas reconnus. Donc, je ne parle pas de Zambouanguissa, qu'on voit régulièrement bien jouer à Naples. Bon, j'ai l'impression que notre équipe est à reconstruire. Et pendant que ce match se jouait, le deuxième, j'ai publié sur ma page Facebook, j'ai fait une sortie pour dire que franchement, en termes de talent, il y a quelque chose qui nous manque, hein. Sincèrement. J'ai l'impression que on n'a pas une équipe comme celle des années 2000, on avait des équipes solides, mais là, on a un problème. Et je reconnais, l'entraîneur fait des efforts. Là, comme Maître Tafou l'a dit, il essaye de faire le travail qu'il faut. Je reconnais aussi que le contexte dans lequel nous travaillons est un contexte
terrible. Vraiment, il faut saluer la bravoure de ces joueurs. Quand on les juge aussi facilement que nous le faisons sur les plateaux de télévision, on doit aussi avoir l'esprit qu'ils jouent dans un environnement qui est compliqué. Ils ont beau être des professionnels, mais à un moment, d'une manière ou d'une autre, ils sont affectés par ce qui est en train de se passer. Et je profite de cette occasion-là pour demander, parce que vous avez dit qu'il y a une image de... Oui, on en parle. Je profite pour... on en parlera. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Avec vous, Edmond Kuete, j'aimerais qu'on parle de la rumeur autour de la suspension de Mike Brice qui a été démentie par la Fédération camerounaise de football. Comment est-ce que vous l'avez prise, cette rumeur? Je veux dire, est-ce que vous pensez comme certains qui estiment que c'était peut-être un ballon d'essai? Comment vous la prenez, cette rumeur? Je suis très mal à l'aise de prendre la parole sur... tout ce qui tourne autour du football, de la FECAFOOT dans notre pays. Oui, parce que c'est devenu un sujet extrêmement clivant. Vous ne pouvez pas parler de cette histoire, de cette question, sans être taxé soit de hibou, soit d'inquisien. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut réussir dans un pays comme le nôtre à catégoriser les individus au point de créer toute une doxa pour pouvoir le faire aussi aisément. Ça devient un peu très très compliqué. J'ai vu comme vous cette lettre circuler sur la toile, putativement venant de la FECAFOOT, mais pas signée. Et justement, les gens qui en parlaient disaient qu'il y avait un problème, personne ne voulait prendre la responsabilité d'y apposer sa signature. Et donc, si l'on s'en tient au contexte, on peut l'analyser sous plusieurs formes. D'abord, on peut croire qu'effectivement, cette lettre a existé. Parce que moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis amusé à prendre cette lettre et à faire un comparatif avec les précédentes sorties de la FECAFOOT. Je me suis rendu compte que le style n'est pas détaché du style FECAFOOT, du précédent. Les polices, les caractères et autres, c'est presque les mêmes. Et donc, vous savez, quand vous faites un peu cette analyse littéraire là, oui, j'ai joué au graphologue, malgré moi. C'est pas mon dada, mais généralement, lorsque vous voulez un peu chercher les éléments, n'est-ce pas, d'authenticité pour savoir si un acte comme celui-là est apocryphe ou pas, vous êtes obligé de jouer au graphologue. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et donc, je me suis rendu compte que les polices d'écriture, c'était les mêmes. Le style, n'est-ce pas, discursif, était le même. Je me suis dit, peut-être qu'effectivement, c'était un galop d'essai. Peut-être que le truc ayant été éventré plus tôt, évidemment, la FECAFOOT ne peut pas accepter de porter la responsabilité, n'est-ce pas, d'une telle affaire, une fois que c'est éventré. Et... peut-être que ça a divisé même au sein de la FECAFOOT. Parce que un tel acte, imaginez ce que ça peut créer dans le landerneau sportif camerounais et même politique camerounais. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une primauté aujourd'hui de la politique sur le sportif chez nous au Cameroun. Donc ça va un peu dans tous les sens. Et donc je me suis dit, peut-être que ça n'a pas fait l'unanimité au sein même de la FECAFOOT et qu'ils ont été obligés à un moment donné de se retracter. Mais toujours est-il que si je m'appuie, n'est-ce pas, à ce dernier élément, c'est-à-dire que ça n'a pas fait l'unanimité, c'est ce qui aurait justifié que quelqu'un ait balancé ça dans les réseaux sociaux en disant voilà la bombe qui s'apprête à éclater dans notre maison. Et donc voilà, je crois que le fait d'avoir éventré cela, ça a atténué finalement pour effacer totalement, n'est-ce pas, cette bombe-là. Joseph Tafoya, on a cette image qui a beaucoup fait parler cette semaine sur la toile, un cliché sur lequel on peut apercevoir le conseiller technique du ministère des Sports et de l'Éducation physique, Cyril Tolo. On aperçoit également sur la même photographie le professeur Convendor de la Fédération camerounaise de football et bien sûr Étienne Tamo, le chef de protocole du président de la Fédération, Samuel Iva Babadi, le célèbre Étienne Tamo. Est-ce que vous comprenez tous les commentaires qu'il y a eu autour de ce cliché? Quel est le symbole derrière cette photographie? Je vois quel symbole en fait. C'est une photographie de façade. Je vous dis clairement. Oui. Tant que la convention existera entre la FECAFOOT et le MINSEP, il y aura toujours problème. S'ils veulent éviter les problèmes,
qu'on dénonce juridiquement l'Afrique, enfin, ou de droit, tant que cette convention va exister. Donc, ils peuvent prendre des selfies, rire, causer, mais tant que la convention... Boire des bières, parce qu'ils ont parlé de boire des bières. Oui, boire des bières, Oui. dormir dans le même lit, prendre le même avion, faire tout ce qu'il y a, mais tant que la convention va exister... Sur la bouche. Ah non, bon. Je sais pas, non. Revenons au football. Parce que jusqu'ici, je m'étonne toujours de ce que les gens ne soient pas d'accord sur un document et qu'ils n'arrivent pas à le dénoncer. C'est quand même curieux. Je voudrais que vous me permettez de lire un seul passage de cette convention-là. Prenons l'article 15. On va y aller rapidement. Oui, portée de la convention. Alinéa 1. Aucune disposition de la présente convention ne saurait être interprétée comme une immixtion de l'État dans la gestion de la Fédération camerounaise de football ou une remise en cause de son autonomie administrative et financière. Et les gens ont signé. Aujourd'hui, On sait dans quel contexte et qui étaient les personnes autour de la rédaction de cette convention oui, aussi, mais, Joseph ok, Carson. puisque vous n'êtes pas d'accord, sortez donc de ce contexte et demandez qu'on annule la convention. Vous m'avez est-ce que c'est sur les réseaux sociaux qu'on annule une convention? C'est pas sur les réseaux sociaux. Donc là, l'article 15 là dit que même si l'Afrique fait n'importe quoi, ne considérez pas ça comme une émission. Une émission. C'est aussi simple que ça. Au moins, cet article-là devait être dénoncé. Et puis, au lieu de rester dans les réseaux sociaux, ils devaient faire ce que la FIFA leur a demandé de faire, c'est-à-dire qu'en lisant l'article 13, les partis cadres de concertation, les partis soulignent l'impérieuse nécessité de privilégier une gestion sereine et concertée du football, dans le respect mutuel, l'esprit de dialogue, la solidarité et le patriotisme. Est-ce que c'est ce que nous voyons dans les réseaux sociaux? Les haines, les clivages, les églisiens, les hiboux. Moi, on m'appelle hibou. C'est pour ça que le prof tout à l'heure a dit que je me fais violence parce qu'on sait que peut-être que bientôt on va dire que je suis le hibou en chef. Je sais pas trop. Mais je dis que je ne peux pas m'empêcher de dire la vérité. Qu'il annule la convention. Tant que la convention va exister, qu'il prenne autant de selfies. Sur la photographie, quelle est sa symbolique? Non, mais avant la Est-ce qu'elle suscite un espoir avant la photographie, d'un retour à la sérénité pour vous? On parle, on en rit, mais c'est grave ce qui est en train de se passer. Parce que on y va rapidement. Oui, maître que vous Tafo dit, on le catégorise d'hibou, d'autres d'églisiens. Moi, à des moments, je suis traité d'hibou, à d'autres, je suis traité d'églisiens. Et il vient de lire quelque chose d'important, l'article 13, la concertation. Je prie que les deux parties engagées dans ce conflit se concertent. Si on avait lu ce texte, tout le monde, toutes les parties l'avaient eu en tête. À chaque fois qu'il aurait fallu, qu'on aurait dû décider de son côté, on appelle l'autre, on dit la concertation. On n'en serait pas là, vraiment que les deux parties se concertent. Maintenant, sur l'image, oui. Pour la forme, c'est une belle image. C'est une belle image, mais je me demande quelle en est la profondeur. Est-ce qu'il y a une profondeur? Est-ce que c'est pas juste quelque chose comme ça? Parce que entre nous, Camerounais, nous sommes très forts. On peut partir de la tension la plus extrême au biais là. Et entre-temps, on n'a pas réglé le problème. Vous voyez, donc c'est... Vraiment, je souhaiterais que ce soit ça. Je souhaiterais que, par exemple, Samuel Eto'o et le ministre puissent être vus ensemble, qu'ils puissent travailler ensemble. Je souhaiterais que cette image-ci soit prémonitoire. En tout cas, dans la sortie où la Fédération camerounaise de football dément la suspension de Marc Brice, elle laisse entendre qu'effectivement, on est dans une période de dégel. Voilà, qu'on est dans qu'on va vers l'accalmie en tout cas. Oui, si on va vers l'accalmie, vraiment, c'est une bonne chose que les deux parties se souviennent que jusqu'ici, on a trop donné le Cameroun en spectacle. J'ai suivi une émission sur une chaîne internationale, on parlait du Cameroun, on parlait football, j'étais obligé de zapper, je n'ai pas pu continuer parce que ça fait honte. Les uns et les D'ailleurs, le match autres, Namibie-Ghana, si vous aviez suivi le match sur les chaînes internationales. Voilà, vraiment, il faut et je pense que, et je salue l'attitude de Maître Tafo tout à l'heure parce que quand il a commencé à parler, j'ai souri parce que je connais les combats dans lesquels lui et moi on a été impliqués dans des forats avec des prises de position. Je me rends compte que lui aussi est fatigué. Les personnes qui pensaient qu'il y avait des camps tranchés sont fatiguées. Il faut qu'on passe à autre chose. Et pour la convention, je veux dire que, Maître, il y a un détail qui vous échappe. Dans la dernière sortie de la FECAFOOT, de la FIFA au Cameroun, il a été signalé que la FECAFOOT avait déjà demandé
le changement de la convention au ministère, que les deux parties s'entendent, qu'elles travaillent et que... On sera avec vous, donc QT, le calme avant la prochaine tempête, avant octobre, ou alors il est possible qu'on entrevoie la fin de ce bras de fer qui n'a que trop duré. Pour entrevoir la fin, c'est qu'il faut déjà mesurer, n'est-ce pas, je vais dire, les enjeux. Qu'est-ce qui fait problème entre le ministère et la FECAFOOT? C'est quoi le problème véritable? Est-ce que c'est toujours un problème de football ou alors il y a d'autres enjeux, n'est-ce pas, qui sont cachés en dessous? Et ça, personne ne le sait. Mais il me semble que si ce n'était qu'une question de football exclusivement, je pense que les partis se seraient déjà concertés, parce que l'article le dit, il y a, n'est-ce pas, une exigence de, n'est-ce pas, de concertation en cas de, je vais dire, de dissension. Mais quand vous regardez les positions très tranchées des uns et des autres, que ce soit l'exécutif de la FECAFOOT ne veut pas faire le moindre pas, n'est-ce pas, vers le ministère pour essayer de trouver de la calmie, et c'est pas le contraire. Donc il y a comme des non-dits, des inconnus, qui ne nous permettent pas d'envisager des perspectives, n'est-ce pas, de sortie par rapport à ce conflit-là. Les Camerounais en souffrent. Vous avez vu tout à l'heure comment les uns et les autres se font violence ici, parce que à peine vous avez placé un mot, mais vous allez faire l'objet, on va vous trucider comme des canards sauvages sur les réseaux sociaux, soit en vous taxant des Grisiens, soit en vous taxant de hibou. Bon, moi, je ne connais pas prendre de telles positions. Moi, je souhaiterais avoir un pays calme, apaisé et qui va vers cette qui va affronter cette Merci Edmond QT d'avoir été avec nous ce dimanche. Vraiment, à tous les trois, c'est la main sur le cœur. Je parle comme le professeur Bessanganyamdi. Je crois que je vous côtoie déjà beaucoup trop. Je commence à avoir vos expressions. Donc, merci Edmond QT d'avoir été avec nous ce dimanche. Merci également à vous, Joseph Tafo, d'avoir répondu présent. Merci à vous, Yves Abema. Merci à Erin Gando, Yvonne Amougou, Djabéa. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous ce dimanche. L'émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera 21h30. Demain lundi lorsqu'il sera 13h30. On se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bon dimanche à tous.